Madame, la file commence derrière. Prenez un ticket et attendez comme tout le monde. La voix du guichetier claqua dans l'air climatisé, net comme une gifle. Le rôle de la Rivergate National Bank brillait de marbre poli sous les spots blancs, les murs renvoyaient une lumière froide qui faisait luire les montres en or et les bagues des clients déjà servis. L'odeur de café tiède flottait depuis la machine au fond, mêlée au parfum cher des tailleurs parfaitement coupés. Derrière les comptoirs, les claviers crépitaient, les voix se faisaient douces, presque mielleuses, dès qu'un client blanc s'approchait. Devant le guichet numéro 3, Sienna ne bougea pas. Elle tenait son sac en cuir noir contre sa hanche, son tailleur crème parfaitement ajusté, ses escarpins bordeaux plantés dans le sol comme des ancres. Ses cheveux tirés en chignon mettaient à nu la ligne nette de sa nuque. Elle avait déjà donné son nom à l'accueil, déjà expliqué qu'elle avait rendez-vous pour 10h30 avec la direction. On lui avait répondu, d'un ton neutre, qu'on allait prévenir, et depuis 10 minutes, personne ne l'avait regardé. Le petit écran au-dessus des guichets affichait en rouge le numéro B042. Le ticket dans la main de Sienna indiquait C117. Elle n'avait pas pris ce ticket. On lui avait presque collé dans la main quand elle avait tenté d'expliquer, une deuxième fois, qu'elle n'était pas là pour ouvrir un livret. « Je vous ai déjà dit que j'ai rendez-vous », répondit-elle calmement. « On attend quelqu'un de Rivergate, monsieur Hargrove. » Le badge du guichetier brillait, Kelly. Jeune, chemise blanche trop serrée au col, sourire crispé. Il la regarda de haut en bas, un balayage rapide sur sa peau sombre, ses boucles d'oreilles discrètes, son sac sans logo, puis leva les yeux au ciel. « Oui, oui, tout le monde a un rendez-vous, madame. Prenez un ticket, asseyez-vous. Quand ce sera votre tour, on verra. » Derrière elle, une porte automatique soupira. Un homme blanc en costume bleu nuit entra, attaché qu'à la main. Aussitôt, Kelly se pencha hors de son box. « Bonjour monsieur, bienvenue chez Rivergate, vous avez rendez-vous ?» La voix avait changé, plus chaleureuse, presque chantante. Sienna sentit sa mâchoire se tendre, puis se détendit volontairement. Elle inspira lentement, l'air frais de la climatisation glissant dans sa gorge, et se tourna pour laisser passer l'homme. Il n'eut même pas à montrer son ticket. Kelly sortit de son poste pour le guider vers un bureau au fond. À sa droite, sur un fauteuil en sky, une vieille femme noire triturait un dossier cartonné posé sur ses genoux. Ses doigts noueux tremblaient, froissant les bords des feuilles. Elle portait un manteau beige un peu usé, des chaussures orthopédiques, et un foulard fleuri serré trop fort autour de sa tête. Elle regardait l'écran avec l'air de quelqu'un qui lit une langue étrangère. « Excusez-moi, murmura-t-elle à Sienna, la voix râpeuse. Mon ticket c'est C119. Ils ont déjà appelé C30, C32, je comprends rien à leur truc. » Sienna tourna la tête vers elle. Les néons se reflétaient sur les lunettes épaisses de la vieille dame, laissant voir des yeux fatigués mais pas éteints. « Vous êtes là pourquoi, madame ?» demanda Sienna à voix basse. « Ma pension, répondit-elle. Ils m'ont dit que c'était bloqué à cause d'un papier manquant. J'ai tout apporté, mais le jeune monsieur là-bas m'a dit que c'était pas la peine d'attendre si le dossier était incomplet. » Sienna sentit une chaleur inconfortable monter dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil vers Kelly. Le guichetier riait à la blague d'un client, penché en avant, ses dents bien alignées apparaissant dans un sourire servile. Elle se rappela alors le ton sec qu'il avait utilisé avec la vieille femme quelques minutes plus tôt et la façon dont il avait levé la main pour la faire reculer sans la regarder dans les yeux. « Vous avez tous vos papiers ?» demanda Sienna. « Je crois, la voix se brisa un peu. Enfin, j'espère. » Sienna posa son sac sur la chaise vide à côté de la vieille dame, s'assit sans vérifier si quelqu'un allait protester, et ouvrit le dossier. Les pages sentaient légèrement le tabac froid et le désinfectant, comme si elles avaient voyagé entre la cuisine et la salle d'attente d'un cabinet médical. « Montrez-moi. » Elle passa en revue les feuilles, une à une. Certificat de retraite, carte d'identité, justificatif de domicile, relevé bancaire, tout y était. Elle sentit une pointe d'agacement devenir colère. « Vos papiers sont en règle, » dit-elle en articulant chaque mot, « on va retourner le voir ensemble. » La vieille dame hésita, puis se leva, ses genoux craquant doucement. Sienna ramassa son sac, prit le dossier, et se dirigea de nouveau vers le comptoir de Kelly. Le sol de marbre renvoyait un léger écho à chacun de ses pas, comme un rappel discret de chaque humiliation passée entre ses murs. « Madame, il faut attendre l'appel du numéro », répéta Kelly sans lever les yeux, les doigts déjà sur son clavier. « Vous ne pouvez pas ?»
Vous avez renvoyé cette dame en lui disant que son dossier était incomplet, le coupa Sienna. Or, tous les documents demandés sont là, expliquez-moi. Cette fois, il leva les yeux, son regard passa brièvement sur le visage ridé de la vieille femme, puis revint sur Sienna plus appuyé, comme si le problème venait d'elle. Ce n'est pas si simple, dit-il. Il manque le formulaire. Sienna retourna la première feuille, tapota du doigt la case en haut à droite. Formulaire 12B, signé, daté. Là, sa voix était calme, mais plus froide que le marbre sous eux. Derrière, une autre cliente blanche soupira bruyamment. « Pardon, mais j'ai un rendez-vous dans 5 minutes, se plaint-elle. On peut accélérer. » Kelly prit le dossier d'un geste sec, survola les pages en vitesse, puis se racla la gorge. « Bon, d'accord, je vais voir ce que je peux faire. »« Asseyez-vous, madame. » « Madame Owens, » répondit la vieille femme. « Asseyez-vous, madame Owens, » insista T-il, « on vous appellera. » Sienna s'apprêtait à répliquer, mais le regard perdu de madame Owens se posa sur elle. « C'est gentil, ma fille, » murmura T-elle, « merci. » Sienna inspira. Elle déposa le dossier complet sur le comptoir, le fit glisser vers Kelly. « Vous allez traiter son dossier, maintenant. Parce que si vous la faites encore attendre pour rien, vous allez m'expliquer pourquoi, devant un responsable. » Kelly blêmit légèrement. Il lança un regard au vigile posté près de la porte, un grand homme noir en uniforme, badge et Daryl. Daryl soutint le regard de Sienna une fraction de seconde, puis détourna les yeux, mal à l'aise, serrant la radio contre sa poitrine. Le silence tomba un instant autour du guichet. On n'entendit plus que le ronronnement discret de la climatisation et le bip d'un distributeur de tickets qui recracha un nouveau numéro. « Très bien, finit par lâcher Kelly. Je vais m'en occuper. » Sienna se tourna vers madame Owens. « Allez vous asseoir, je reste là jusqu'à ce qu'il ait fini. » La vieille femme hocha la tête, le foulard tremblant légèrement, et regagna son siège. Sienna croisa ses mains devant elle, les pouces presque immobiles malgré la tension qui lui crispait la nuque. Être ici, dans cet espace qui ressemblait trop à un théâtre où elle avait déjà joué le rôle de la fille pauvre et invisible, réveillait des couches entières de mémoire. Et pourtant elle restait, pour madame Owens, pour la jeune fille qu'elle avait été. Si vous vous surprenez déjà à vouloir savoir jusqu'où cette journée va la pousser, gardez cette histoire en tête, accrochez-vous parce que ce qui l'attend de l'autre côté de ce rôle va remuer bien plus que son compte en banque. Elle laissa son regard balayer le rôle une dernière fois. Les affiches souriantes vantaient des crédits pour réaliser vos rêves, des programmes d'inclusion financière, des prêts pour développer votre avenir, des mots creux, imprimés en lettres bleues et or, sur les mêmes murs où on avait autrefois brisé les espoirs de sa mère. 20 ans plus tôt, ce sol brillait déjà du même éclat. La lumière était différente, plus froide, tirant sur le verre des néons défraîchis. L'odeur d'encaustique dominait, épaisse, presque suffocante, couvrant à peine celle de la sueur et du vieux papier. Sienna, 16 ans, serrant sa veste trop fine contre elle, se tenait à côté de Deborah, sa mère, devant un guichet identique à celui de Kelly. « Je vous en prie, monsieur, » disait Deborah, la voix éraillée par les nuits sans sommeil. « C'est juste un petit prêt, 2000. Je peux vous montrer mes contrats, mes clients réguliers. » Sa chemise de ménage était encore tachée d'eau de javel malgré les lavages, ses mains portaient les marques rouges de produits corrosifs. Elle tenait un classeur bleu gonflé de factures, de reçus, de tableaux soigneusement tracés au stylo noir. Le banquier en face, la cinquantaine, cravate rayée, soupirait. Son stylo tapotait la surface du bureau en bois verni. Un ventilateur au plafond faisait un bruit sourd en tournant, brassant un air trop chaud. « Madame Brown, le quartier où vous habitez est classé à risque, » répétait-il. « Votre activité n'est pas stable, vous comprenez notre position. Justement, si j'ai le prêt, je peux acheter une deuxième machine, prendre un contrat de plus. J'ai 3 hôtels qui, et le comité a déjà rendu sa décision, refusé. » Sienna sentit alors, pour la première fois, ce poids immense dans sa poitrine, comme si l'air se densifiait autour d'elle. Elle regarda sa mère, ses yeux cernés, la veine qui battait à sa tempe. « Monsieur, » reprit Deborah, essayant un sourire qui tremblait sur ses lèvres, « y a pas moyen de revoir ça, d'en parler à un supérieur ?» Le banquier prit le dossier, l'ouvrit, feuilleta les pages comme s'il les découvrait à l'instant. Sienna aperçut les colonnes de chiffres, les délais de paiement tous respectés, les notes manuscrites de sa mère. Il appuya sur un bouton, un voyant rouge s'alluma. Quelques secondes plus tard, une femme blonde en tailleur gris apparut derrière. Elle prit le dossier, lut rapidement, puis haussa les épaules.
C'est non, répéta TL, on ne peut pas prendre ce genre de risque. Elle posa le dossier sur le comptoir, et Sienna vit alors, en haut de la page de synthèse, une nouvelle ligne, écrite à la main en encre bleue plus vive que les autres. Override exécutif, E. Hartmann. À côté, une signature nerveuse et en marge, un commentaire griffonné, l'exposition médiatique potentielle à éviter. Sienna ne comprenait pas tout, mais elle comprit suffisamment. Quelqu'un tout en haut, quelqu'un dont le nom était sur les brochures de la banque, avait pris la peine de regarder le dossier de sa mère, et avait décidé que leur avenir n'en valait pas la peine. Deborah serra le classeur contre elle, comme pour se protéger. D'accord, murmura T.L., merci quand même. En sortant, la chaleur de la rue leur sauta au visage, chargée de gaz d'échappement et d'odeur de friture. Le soleil écrasait le trottoir fissuré, faisant miroiter la sueur sur le front de Deborah. Sienna marchait un pas derrière, les mains enfoncées dans les poches, le cœur lourd. « On va faire comment, maman » avait-elle demandé à voix basse. « On va se débrouiller » avait répondu Deborah sans se retourner. On s'est toujours débrouillé, non, mais cette nuit-là, Sienna avait entendu sa mère pleurer dans la minuscule chambre qu'elle partageait, étouffant les sanglots dans l'oreiller pour ne pas la réveiller. Elle avait promis, les yeux ouverts dans le noir, fixant le plafond taché d'humidité, qu'elle ne supplierait jamais personne derrière un comptoir. Plus jamais. Le bip discret d'un téléphone la ramena au présent. L'écran accrochait la lumière blanche des spots, affichant 9h59. À travers les baies vitrées, la rue semblait flotter derrière une paroi de verre, voiture glissant en silence passant pressée. Une porte latérale s'ouvrit brusquement. Une vague de parfums, de cuir neuf et de désinfectants plus forts qu'ailleurs accompagna l'arrivée d'un petit cortège. Devant un homme blanc au costume bleu nuit, la cinquantaine, coiffure impeccable, marchait à grands pas. Son badge brillait, Regional Manager T. Hargrove. Où est-il lança T-il d'une voix forte qui coupa net les murmures. On m'a dit qu'il était déjà là. Comment avez-vous pu le laisser attendre dans le rôle? Kelly se redressa comme une marionnette tirée par un fil. Monsieur Hargrove, il balbutia, jeta un coup d'œil dans la salle. Ses yeux passèrent sur Sienna sans la voir, ou sans vouloir la voir, puis s'éclairèrent en apercevant l'homme au costume clair déjà installé dans un fauteuil, attaché case posée sur les genoux. « Monsieur Turney » s'exclama Hargrove, allant aussitôt vers lui main tendue. « Je suis tellement désolé pour l'attente, on a eu un petit contretemps ce matin. Venez, votre bureau est prêt. » Rire de circonstance, poignée de main, un balai huilé. Sienna regarda la scène, impassible. Elle sentit pourtant une vieille brûlure remonter, cette sensation d'être transparente dans un lieu où pourtant tout son travail résonnait, chaque jour, en chiffres et en flux électroniques. Monsieur Hargrove, sa voix posée mais ferme, fendit l'espace entre eux. Hargrove se retourna à moitié, agacé d'être interrompu, puis son regard se fixa véritablement sur elle pour la première fois. Il la détailla de bas en haut, s'arrêta sur son visage. Quelque chose passa dans ses yeux, de la reconnaissance, puis de l'inquiétude. « Docteur Monroe » souffla T-il. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les bruits précédents. On aurait entendu tomber une épingle. Kelly cessa de taper. Daryl se redressa d'un millimètre. Madame Owens leva la tête, l'air perdu. Sienna se leva lentement, comme si elle avait tout le temps du monde. « C'est bien moi, répondit-elle. Vous attendiez quelqu'un, non qu'une certaine Sienna Monroe, PDG intérimaire de Monroe Holdings. Celle dont les dépôts représentent, si je ne m'abuse, la majorité des flux de cette agence. » Une goutte de sueur roula sur la tempe d'Hargrove malgré la fraîcheur de l'air. Il se força à sourire. « Mais bien sûr, docteur Monroe, dit-il d'une voix soudain chaleureuse. On m'avait dit que vous étiez en salle de réunion. Quel malentendu. Si j'avais su que vous étiez ici, vous m'auriez reconnu quand je me suis présentée au comptoir, coupa Sienna. » Elle se tourna vers Kelly, dont le visage avait perdu toute couleur. Le guichetier semblait chercher une issue de secours invisible. « Je me suis annoncée 2 fois, continua-t-elle, toujours aussi calme. On m'a demandé de prendre un ticket. On m'a fait patienter pendant qu'on déroulait le tapis rouge pour d'autres clients. On a failli renvoyer cette dame avec un dossier complet, parce que sa voix était trop faible pour que vous fassiez l'effort de l'écouter. » Elle sentit le regard de Madame Owens dans son dos comme une main légère. « Je vais remettre les choses au clair, poursuivit-elle désormais pour tout le rôle. Je suis Sienna Monroe, docteur en logistique, fondatrice et PDG intérimaire de Monroe Holdings.
Je suis aussi l'actionnaire majoritaire de cette entreprise qui fait passer, chaque semaine, des dizaines de millions par vos systèmes. Chaque dollar qui transite par cette agence existe parce que, un jour, j'ai signé en bas d'une page. Et les mots restèrent suspendus un instant dans l'air, comme une sentence. Un client au fond lâcha un petit sifflement incrédule. Hargrove tenta un rire nerveux. Docteur Monroe, nous sommes profondément désolés si vous avez eu l'impression. Je n'ai pas eu une impression, coupa TL. J'ai vécu une expérience. Elle n'est pas nouvelle pour moi. Elle ne l'est pas pour Madame Owens ni pour beaucoup d'autres, mais elle est inacceptable, surtout dans une agence qui prétend servir ma communauté. Elle se tourna de nouveau vers le guichet. Votre prénom c'est bien Kelly? Oui, madame, balbutia Hill. Et vous, dit-elle en se tournant vers le vigile. Daryl déglutit. Daryl, madame. Très bien. Elle revint vers Hargrove. Monsieur Hargrove, voici ce que nous allons faire. Dès aujourd'hui, Monroe Holdings va entamer le transfert de l'ensemble de ses comptes vers une autre banque. Au vu des volumes concernés, vous pouvez prévoir une baisse d'environ 72% du chiffre d'affaires de cette agence. Un souffle parcourut la salle comme une vague. La cliente, pressée de tout à l'heure, recula d'un pas, son sac serré contre elle. De plus, poursuivit Sienna, je vous demande de relever immédiatement de leurs fonctions dans cette agence Monsieur Kelly et Monsieur Daryl. Pas pour avoir été les seuls à faire preuve de mépris, mais pour avoir incarné ce que vous considérez visiblement comme normal, renvoyer les plus vulnérables, ignorer les plus rentables dès qu'ils ne rentrent pas dans votre moule, et rester silencieux quand on assiste à une injustice. Hargrove ouvrit la bouche, la referma. Ses doigts se crispèrent sur la lanière de son porte-document. Docteur Monroe, soyez raisonnable. Il doit y avoir un moyen de me calmer, de me faire oublier que je viens de revivre dans vos murs la scène qui a brisé la vie de ma mère. Non, il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de rendre des comptes. Elle se tourna vers Daryl. Je suis sûre que vous avez une famille à nourrir, Daryl. Je ne vous demande pas de quitter votre travail aujourd'hui. Je demande qu'on vous retire de ce poste dans cette agence le temps qu'une enquête interne digne de ce nom soit menée. Parce que rester planté là, à regarder Madame Owens se faire renvoyer, à me regarder être humiliée, c'est aussi un choix. Daryl baissa les yeux, sa main serrant si fort sa radio que ses jointures blanchirent. Je comprends, madame, murmura Hill. Et vous, Kelly, ajouta TL sans se détourner d'Hargrove, vous allez traiter le dossier de Madame Owens tout de suite. Vous allez lui expliquer chaque étape. Vous allez parler assez fort pour qu'elle entende, mais sans lui parler comme si elle était une enfant. Ensuite seulement, nous discuterons de l'avenir de nos relations commerciales. Kelly acquiesça, incapable de parler. Il se mit à taper frénétiquement sur son clavier, le cliquetis résonnant dans le silence tendu. Hargrove tenta un sourire professionnel. Je vais vous accompagner en salle de réunion, proposa Hill. Nous pourrons discuter en privé de ce qui vient de se passer et de la façon de réparer. Sienna le regarda un moment puis inclina la tête. Très bien. Mais avant ça, il y a autre chose. Elle se tourna vers la salle. Y a-t-il ici une employée nommée Maria Lambert? Une tête grisonnante se releva derrière un bureau vitré au fond. Une femme en cardigan bleu, lunettes au bout du nez, leva la main surprise. C'est moi, dit-elle. Restez, Maria, répondit Sienna. J'aurai besoin de vous tout à l'heure. Et elle suivit Hargrove vers la salle de réunion, mais au moment de franchir la porte, son regard se posa une dernière fois sur le logo de Rivergat accroché au mur, surplombant le rôle comme un jugement. Le même logo qui, 20 ans plus tôt, avait dominé la scène où sa mère avait vu ses chances se dissoudre. Cette fois, elle n'était plus une gamine qui regardait sans pouvoir agir. Plus tard, elle ne savait plus si cela faisait une heure ou une vie. Elle sortit de la salle de réunion avec le goût amer du café industriel sur la langue. Ils avaient parlé de procédures, de formation à la diversité, de malentendus regrettables, rien qui effaçait ce que ce bâtiment représentait pour elle. Hargrove lui avait serré la main un peu trop longtemps, promettant des rapports, des audits, des appels. Elle avait répondu par des mots polis, mais la décision était déjà prise dans sa tête. Rester dans cet échange, c'était accepter une ligne de plus où on mettrait sa mère dans la colonne « dommages collatéraux ». En traversant de nouveau le rôle, elle sentit les regards glisser sur elle, certains admiratifs, d'autres méfiants. Madame Owens n'était plus là. Kelly s'accrochait à son poste comme à une bouée. Daryl évitait obstinément son regard. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, une voix discrète l'arrêta. « Docteur Monroe. »
Maria Lambert se tenait près de la porte latérale, un trousseau de clés à la main. Elle avait ce visage des employés invisibles qui ont vu défiler plusieurs directions sans jamais être consultés. « Oui, » répondit Sienna. « Je n'aurais pas osé vous déranger, mais quand vous avez parlé de votre mère, Deborah Brown, j'ai reconnu le nom. » Le cœur de Sienna se serra, mais elle garda le visage neutre. « Vous l'avez connue ? Pas personnellement, non, mais j'ai travaillé aux archives pendant des années. J'ai trié des dossiers, certains m'ont marqué. Celui de votre mère en faisait partie. » Maria baissa la voix. « Si vous avez quelques minutes, j'aimerais vous montrer quelque chose. » L'odeur changea dès qu'elles franchirent la porte derrière le comptoir. Elles quittèrent le hall brillant pour un couloir plus étroit, éclairé par des néons jaunâtres. L'air y était plus lourd, saturé de poussière et de papier. Le bourdonnement régulier d'un vieux climatiseur vibrait dans les murs. Maria ouvrit une petite salle avec son badge. À l'intérieur, des étagères métalliques chargées de boîtes d'archives brunes montaient jusqu'au plafond. L'odeur de carton humide et d'encre séchée prit Sienna à la gorge. Elle eut, l'espace d'une seconde, l'impression de se retrouver dans le débarras de leur ancien appartement, là où sa mère entassait les factures et les contrats dans des boîtes à chaussures. « J'ai gardé certains dossiers qui allaient être détruits », avoua Maria, la voix basse. « Officiellement, on doit tout numériser et jeter le papier. Mais certains documents disparaissent mieux quand ils ne sont plus que des pixels. » Elle se dirigea vers une étagère, monta sur un petit escabeau, ses doigts parcoururent des étiquettes écrites à la main. « Brown, Brown, voilà, Deborah Brown. » Elle descendit avec une boîte de taille moyenne et la posa sur une table métallique au milieu de la pièce. Le métal froid renvoya un léger cliquetis quand elle la lâcha. « Je ne l'ai jamais ouverte en détail, » expliqua-t-elle, juste assez pour savoir que je devais la garder. « J'ai vu votre nom aujourd'hui, j'ai fait le lien. J'ai pensé que vous aviez le droit de voir ça. » Sienna s'approcha. Ses mains, qu'elle gardait si souvent parfaitement stables lors de présentations devant des centaines d'investisseurs, tremblaient légèrement maintenant. Le carton rêche gratta ses paumes lorsqu'elle souleva le couvercle. À l'intérieur, des chemises cartonnées, des formulaires jaunis, des copies de courrier. Et en haut de la pile, une photo d'identité de Deborah, agrafée à la première page. Son sourire un peu crispé, ses yeux fatigués mais déterminés, la même boucle de cheveux rebelles qui échappait toujours à son foulard. Le souffle de Sienna se fit plus court un instant, comme si la pièce s'était rétrécie. Elle prit la première chemise, la posa devant elle. Les colonnes de chiffres lui sautèrent aux yeux. Recettes mensuelles, dépenses, courbes ascendantes, stabilité sur 2 ans. Tout ce que sa mère avait tenté d'expliquer ce jour-là, condensé en quelques pages qu'un inconnu avait balayé d'un revers de stylo. Sur la marge droite, plusieurs mots étaient soulignés en rouge, risque élevé, quartier défavorisé, manque de garantie patrimoniale. C'est tout ce qu'il voyait, murmura Sienna. L'adresse, le code postal, pas le travail. Elle tourna la page. Une autre note, dactylographiée celle-ci, faisait état d'un profil de cliente potentiellement médiatisable en cas de réussite. Plus bas, une mention manuscrite en encre bleue attira son regard. Override exécutif, E. Hartman, le même nom. La même écriture nerveuse que dans son souvenir, et juste en dessous, une phrase ajoutée en marge, presque illisible. Projet à forte exposition potentielle dans la presse locale, risque d'effet de vitrine sur d'autres profils similaires à éviter dans le contexte actuel. Maria s'approcha, ajusta ses lunettes. « C'est lui, hein, le fondateur ?» « Oui, » répondit Sienna, la gorge sèche, « c'est sa signature. » Le petit retournement au fond d'elle fut brutal. Pendant des années, elle avait imaginé que la banque, dans son anonymat bureaucratique, avait broyé sa mère. Une machine sans visage, des comités, des formulaires. Là, noir sur blanc, se tenait un nom précis, celui de l'homme dont le portrait trônait encore en grand format dans le rôle principal du siège social. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un simple refus dans une pile. C'était une décision consciente, prise par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Il avait peur qu'on voie ce qu'une femme, comme elle pouvait faire avec un peu de capital, soufflatait elle. Alors il a décidé qu'elle n'y aurait pas droit. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la feuille. Elle sentit ses ongles s'enfoncer légèrement dans le papier. « Docteur Monroe » commença Maria. « Appelez-moi Sienna » répondit-elle d'une voix basse. « Après ce que vous venez de me donner, le minimum que je puisse faire, c'est de ne pas vous mettre entre moi et votre employeur. » Maria eut un sourire triste. « Je travaille ici depuis 30 ans, dit-elle. J'ai vu assez de choses pour savoir quand quelque chose sent mauvais. »
Si ce que je viens de vous montrer peut enfin servir à quelque chose, alors ça valait la peine de le garder. Sienna referma doucement la chemise. Merci Maria, vraiment, vous n'imaginez pas ce que ça représente. En sortant de la salle d'archives, le couloir semblait un peu plus étroit qu'à l'allée. Le bourdonnement du climatiseur lui parut soudain presque agressif. Mais elle tenait la boîte contre elle, comme un morceau concret de vérité qu'on n'allait plus pouvoir lui reprendre. Quelques heures plus tard, le verre des baies vitrées du siège de Monroe Holdings renvoyait les lumières de la ville. Dans le bureau d'angle, le soleil déclinant étirait les ombres des gratte-ciel, projetant sur le sol des lignes dorées. Un léger parfum de café fraîchement moulu flottait encore dans l'air, mêlé à celui du bois ciré du grand bureau. Sienna était assise face à Nadia, sa directrice financière, qui feuilletait les copies des documents de Deborah. Le cliquetis lointain des claviers de l'autre côté de la cloison de verre formait un murmure continu. « Tu es en train de me dire, résuma Nadia, que le fondateur de Rivergate a personnellement refusé le prêt de ta mère, de peur qu'elle devienne un exemple. C'est ce qui est écrit, répondit Sienna. Et ce que Maria m'a donné ce matin n'est probablement qu'un fragment de tout ce qu'ils ont enterré. Nadia posa le dossier, joignit les mains. Et maintenant? On a déjà lancé le processus pour transférer nos comptes de l'agence. On peut se contenter de ça, publier un communiqué sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mettre la pression médiatique, c'est trop peu, coupa Sienna. Ils traiteront ça comme un incident isolé. Une histoire de comportement inapproprié d'un employé, un stage de sensibilisation, 2 excuses publiques, et on passera à autre chose. Elle se leva, fit quelques pas jusqu'à la baie vitrée. Sous ses pieds, la ville s'étendait comme un circuit imprimé, rues, voitures, camions de livraison portant parfois son logo. Elle pensa à tous ces flux de marchandises qu'elle orchestrait chaque jour, à la précision avec laquelle elle calculait les marges, les délais, les risques. « Tu veux t'attaquer à la structure » constata Nadia. « Je veux savoir jusqu'où ça va » répliqua Sienna. S'ils ont pris la peine d'écrire ce genre de notes sur le dossier d'une femme de ménage, imagine ce qu'ils ont fait pour des centaines d'autres. Nadia resta silencieuse un moment. La lumière accrocha les boucles de ses cheveux, leur donnant des reflets cuivrés. « Et mon rôle dans tout ça » demanda-t-elle finalement. « Nos entrepôts, nos chauffeurs, nos employés. Tu sais comme moi que Rivergate a encore des leviers sur nous, des lignes de crédit, des garanties, des clauses que même moi je dois relire 2 fois. Si tu déclares la guerre au groupe entier, pas juste à une agence, la riposte peut être violente. » Sienna posa le front un instant contre la vitre froide. La sensation nette du verre contre sa peau la ramena au concret. « Tu crois que je ne le sais pas, dit-elle. Mais si je laisse passer ça, qu'est-ce que je dis à Amara? Qu'on ne se bat que quand c'est facile, comme si elle avait été invoquée par son nom. Le téléphone de Sienna vibra. L'écran afficha Amara vidéo, elle décrocha. Le visage de sa fille apparut, encadré de petites tresses ornées de perles colorées. Derrière elle, le mur de la cuisine était recouvert de dessins punaisés. « Maman, regarde » Amara colla une feuille contre la caméra. On distinguait une silhouette en cape rouge debout sur un immeuble, un bouclier dessiné sur la poitrine. « C'est toi » expliqua la fillette avec un grand sourire. « Super Sienna, tu protèges les gens quand les grands sont méchants. » La gorge de Sienna se serra. Elle sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur, entre la femme d'affaires calculatrice et l'enfant qui, autrefois, n'avait reçu aucune protection. « C'est très beau » dit-elle doucement. « Tu me l'accrocheras au mur quand je rentrerai, d'accord, promis ?» Amara se mit à rire, un son clair qui contrastait avec le bourdonnement grave de la ville derrière la vitre. « Tu rentres tôt ce soir. » Sienna échangea un regard avec Nadia. « Je vais essayer » répondit-elle. « Je dois régler quelque chose d'important. » « Tu gagnes toujours, de toute façon, dit Amara avec assurance. « Tu m'as dit que quand on se bat pour ce qui est juste, on est déjà plus fort. » La vidéo se coupa quelques minutes plus tard. Le bureau retrouva son calme tendu. Nadia se leva à son tour, rejoignit Sienna près de la vitre. « Bon, dit-elle, alors on ne se contente pas de punir une agence, on remonte jusqu'au cerveau, mais on le fait proprement. On rassemble des preuves, on prépare une stratégie, on sécurise Monroe autant qu'on peut, tu ne te lances pas là-dedans seul. » Sienna hocha la tête. « D'accord, on commence par quoi ?»« Par tout ce que ce dossier ne nous montre pas encore, » répondit Nadia en tapotant le carton. « Les flux financiers, les trusts, les signatures d'Elia. S'il a laissé des traces sur le refus de prêt de ta mère, il en a laissé ailleurs. » Ce soir-là, l'appartement de Sienna baignait dans une lumière chaude.
Les rideaux crème filtraient les lumières de la ville, projetant sur les murs des reflets mouvants. L'odeur de tisane à la camomille s'élevait de la tasse posée sur la table basse. Amara dormait déjà, sa respiration régulière montant du couloir comme un souffle rassurant. Sienna était assise au sol, en legging et t-shirt, le carton d'archives ouvert devant elle. Les feuilles bruissaient sous ses doigts, et chaque froissement semblait réveiller un écho du passé. Au milieu des formulaires et des notes internes, une chemise plus fine attira son attention. Le papier était différent, un peu plus épais, à en-tête discret de Rivergate Private Banking. Elle la tira, la posa à part. À l'intérieur, un relevé ancien. Trusten BG 17 bénéficiaires, Baby Girl Brown, son cœur fit un sursaut violent, comme si le sol se dérobait une seconde sous elle. Les chiffres alignés sur la page montraient des dépôts réguliers, modestes au départ, puis de plus en plus importants. Certains provenaient de comptes anonymes, d'autres d'une entité nommée H Consulting, et murmura TL, les initiales d'Elia Hartman. Les années défilèrent sous ses yeux. Date d'ouverture du trust, quelques mois après sa naissance. Dépôts espacés, puis plus fréquents autour de ses 10 ans, puis de nouveau à 18. Des achats d'actions de Rivergate petit à petit, jusqu'à ce que la valeur cumulée représente une somme à laquelle n'importe qui aurait pu donner le nom des héritages. Un héritage dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle sentit une bouffée de chaleur monter, malgré la fraîcheur agréable de l'appartement. Ses doigts caressèrent machinalement le bord du relevé. Pendant que sa mère se tuait au travail, pendant qu'elle comptait les pièces pour payer le loyer, quelqu'un, quelque part, mettait de l'argent de côté à son nom, sans jamais leur en parler. Pourquoi souffla-t-elle dans le vide? Pour se donner bonne conscience, pour acheter son silence à l'avance, pour effacer une faute sans jamais la reconnaître, elle tourna la dernière page. Plusieurs annexes y étaient listées, parmi elles une mention manuscrite ajoutée plus tard, dossier complémentaire lettres scellées, à conserver avec le trust. Elle fouilla le fond du carton. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de plus rigide que le papier, une enveloppe crème plus épaisse scellée d'un vieux cachet de cire à demi effrité. Il n'y avait pas d'adresse, pas de timbre, juste ces 3 mots, écrits d'une main assurée, pour ma fille. La pièce sembla soudain trop silencieuse. On n'entendait plus que le tic-tac lointain de l'horloge murale et, au dehors, le roulement étouffé d'un bus qui passait. Sienna prit l'enveloppe entre ses mains. Le papier était légèrement jauni, rugueux sous ses doigts. En la portant près de son visage, elle sentit cette odeur particulière de vieux documents, un mélange de poussière et d'encre passée, la même qu'on respire dans les salles d'archives des universités. Elle resta un moment immobile, le souffle court, comme si ouvrir cette enveloppe allait modifier la trajectoire même de son existence. Puis, d'un geste précis, elle glissa son pouce sous le rabat et brisa le reste du cachet. À l'intérieur, une feuille pliée en 3, l'encre un peu fanée formait encore des lettres nettes, elle la déplia doucement, ses yeux tombèrent sur la première ligne. À ma fille, que je n'ai jamais eu le courage de reconnaître, ses doigts se crispèrent sur le bord du papier. La voix d'Amara, plus tôt, résonna brièvement dans sa tête. Tu protèges les gens quand les grands sont méchants. Elle continua. Si tu lis ces lignes, c'est que Rivergate a déjà failli à ce que je voulais qu'il soit. La vue se troubla un instant, le vieux papier trembla entre ses mains. Chaque mot était un pas de plus vers une vérité qu'elle avait toujours pressentie sans pouvoir la nommer. Elle arriva à une phrase, au milieu du paragraphe, où l'écriture semblait se faire plus hâtive, comme si l'homme qui écrivait luttait contre quelque chose, le temps, la peur, sa propre lâcheté. Je dois t'expliquer pourquoi je suis resté silencieux toutes ces années, pourquoi ton nom n'est apparu sur aucun document officiel, pourquoi ta mère et toi avez dû payer le prix de ma. Le mot suivant se noyait dans un gribouillis interrompu. La ligne s'arrêtait là net. Le reste de la page était vide, comme si la main qui écrivait avait été arrêtée en plein aveu. Sienna resta figée, le papier froissé entre ses doigts, le cœur battant trop fort pour que le silence de la pièce paraisse réel. Quel genre de vérité était assez lourde pour interrompre une confession au milieu d'une phrase? Si vous avez besoin de savoir ce qu'il allait avouer, ne lâchez pas cette histoire. Parce que ce qui se cache derrière ces quelques mots inachevés ne va pas seulement changer la vie de Sienna, ça va fissurer les fondations même de la banque qui a cru pouvoir la piétiner. Et la suite de cette lettre, c'est là que tout commence vraiment. Le mot qu'il n'avait pas réussi à écrire, ce n'était pas regret, ce n'était pas amour. C'était pire que ça. Sienna replia la feuille à moitié, puis la rouvrit,
comme si l'encre allait miraculeusement se poursuivre au-delà du gribouillis qui arrêtait la phrase. La lumière douce de la lampe de salon formait un halo jaune sur le vieux papier, faisant ressortir la nervosité du trait. Elle recommença au début cette fois en murmurant « À ma fille, que je n'ai jamais eu le courage de reconnaître. Si tu lis ces lignes, c'est que Rivergat a déjà failli à ce que je voulais qu'il soit. Je dois t'expliquer pourquoi je suis resté silencieux toutes ces années, pourquoi ton nom n'est apparu sur aucun document officiel, pourquoi ta mère et toi avez dû payer le prix de ma... » Le texte se brisait là, noyé dans l'encre. Mais plus bas, après un espace, l'écriture reprenait plus lente, presque appliquée, comme si l'auteur avait repris la plume un autre jour. Lâcheté, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, je n'ai aucune excuse qui tienne le poids de ce que je vous ai fait, à Deborah et à toi. J'ai aimé ta mère, plus que je ne l'ai jamais avoué à qui que ce soit. Je t'ai vu une fois, à la maternité, minuscule dans ses bras, et j'ai reculé devant la seule décision qui aurait eu du sens, vous reconnaître toutes les deux. Le souffle de Sienna se fit plus court, elle sentit un picotement monter derrière ses yeux, mais les larmes restèrent en suspense. J'ai choisi la facilité, poursuivait la lettre. La réputation, le conseil d'administration, ma famille légitime. J'ai choisi ce que j'appelais la responsabilité envers des milliers d'employés, alors que ce n'était qu'un masque pour cacher ma peur de perdre ce que j'avais construit. Au lieu de t'ouvrir les portes de ce que mon nom pouvait t'offrir, je t'ai laissé dehors avec ta mère dans le froid. Elle serra les dents. Le bruit lointain d'une sirène monta de la rue, se mélangeant au tic-tac régulier de l'horloge. Dans la chambre, Amara bougea dans son sommeil, un froissement léger de drap. Le trust que tu as trouvé, Baby Girl Brown, est ma seule tentative de réparation que j'ai eu le courage d'organiser de mon vivant, écrivait Elia. C'est un geste insuffisant, sans doute lâche encore, parce qu'il te donne de l'argent sans te donner ton nom. Mais je voulais qu'un jour, si le hasard te faisait tomber dessus, tu n'aies plus jamais à tendre la main à personne comme ta mère l'a fait dans cette agence. Sienna sentit sa gorge se serrer. Elle revit Deborah, classeur contre la poitrine, suppliant un inconnu derrière un comptoir. J'ai aussi essayé de t'offrir quelque chose de plus durable qu'un simple compte, continuait la lettre. Dans mon testament, j'ai écrit noir sur blanc que toute preuve de ta filiation avec moi te donnait droit à une part de Rivergat. Pas seulement à des actions, mais à une voix. Je sais que ma famille contestera, je les connais. Ils chercheront à effacer ton existence une deuxième fois. Les lignes suivantes semblaient plus hachées, comme si la main d'Elia tremblait. C'est pourquoi j'ai confié certains éléments à un vieil ami devenu rival, Harold Monroe. Il connaît des parts de la vérité. Pas tout, parce que je n'ai jamais eu le courage de tout dire à personne. Mais assez pour que, si Rivergat trahit ce qu'il aurait dû être, ma fille ait entre ses mains le moyen de le corriger. Sienna s'arrêta là, le regard figé sur le nom. Harold, le même homme qui lui avait tendu la main 12 ans plus tôt, lorsqu'elle n'était qu'une jeune diplômée avec une idée et rien d'autre, celui qu'elle avait considéré comme le père que le monde lui avait refusé. Il y avait donc encore une couche sous cette histoire. Je ne sais pas qui tu es devenu, concluait la lettre. Je ne sais pas si tu portes mon nom, ou si tu le rejettes, tu en as le droit. Ce que j'espère, c'est que tu es vivante, que tu es aimée, et que tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Si Rivergat t'a fait du mal, alors sache que la banque que j'ai bâtie n'avait pas été conçue pour cela. Et si un jour tu décides de te dresser contre elle, fais-le à ta manière, pas pour moi, pas pour laver mon nom, pour toi, pour ta mère, pour tous ceux qui ont été traités comme des lignes de risque dans un tableau, ton père que tu n'as jamais demandé, Elia Hartman. Le point final semblait plus appuyé que le reste, comme un coup de marteau discret. Sienna resta immobile, le papier frémissant à peine entre ses doigts. Père, le mot éveilla en elle une douleur ancienne, un mélange d'absence et de colère. Elle pensa à cette photo de Deborah, seule avec son ventre rond, posée sur le frigo de leur ancien appartement. À chaque fois qu'elle avait demandé qui était son père, sa mère avait répondu « Un homme qui n'a pas su te mériter ». Elle n'avait jamais su à quel point cette phrase était littérale. Elle reposa la lettre sur la table basse, se leva et fit quelques pas dans le salon. Ses pieds nus sentaient le grain légèrement rugueux du parquet. Elle passa la main sur son visage, comme pour effacer quelque chose de collant. Elia Hartman était mort, mais ses décisions continuaient à dessiner les contours de sa vie. Le lendemain matin, la lumière grise filtrait à travers les vitres du siège de Monroe Holdings. La ville semblait engourdie, les klaxons étouffés par un voile de nuages bas.
Dans le bureau de Nadia, les stores étaient à moitié tirés, laissant passer des bandes de lumière qui rayaient la table de conférence. Sienna posa doucement la lettre d'Elia devant son amie. Le papier contrastait avec l'écran d'ordinateur allumé, où défilaient des tableaux de chiffres. Nadia lut en silence. Ses yeux parcouraient les lignes avec une concentration intense, ses doigts jouant distraitement avec un stylo. L'odeur légère de café noir flottait entre elles, encore fumant dans la tasse de Nadia. Quand elle arriva au mot « ton père », elle releva les yeux vers Sienna. Il l'écrit clairement, dit-elle, il ne laisse aucune place au doute. Il a eu toute sa vie pour le dire à voix haute, répliqua Sienna, il a attendu de ne plus être là pour le faire. Nadia hocha la tête, compréhensive sans chercher à minimiser. Et le passage sur Harold, demanda-t-elle en reposant la feuille. Tu sais de quoi il parle? Non, répondit Sienna, mais ça explique certaines choses. Pourquoi Harold a été si insistant pour qu'on travaille avec Rivergat à l'époque? Pourquoi il se montrait parfois bizarrement prudent dès qu'on parlait d'eux? Elle s'assit en face d'elle, croisa les mains. Ce qui est sûr, poursuivit-elle, c'est que cette lettre et le trust changent la donne. Je ne suis plus seulement une cliente importante. Je suis la bénéficiaire d'un dispositif créé par le fondateur et potentiellement héritière d'une part de la banque. Ils ne pourront pas traiter ça comme un simple caprice. Nadia se pencha en arrière sur sa chaise, le cuir grinça légèrement. « Tu veux faire quoi, exactement ?»« Obtenir un rendez-vous avec la direction de Rivergat, dit Sienna sans hésiter, au siège. Pas avec Hargrove et ses sourires de façade, avec ceux qui se revendiquent du legs moral d'Elia. Je veux voir comment ils réagissent quand je mets la lettre et les relevés du trust sur leur belle table en verre. » Nadia la regarda un moment, puis acquiesça. « On peut utiliser notre statut de grande cliente et l'existence du trust pour exiger ce rendez-vous, dit-elle. Légalement, il y a de quoi les rendre nerveux. Et si on prépare bien, on n'y va pas en victime, on y va en partie prenante. » Elle tapota du doigt la lettre. « Tu sais qu'ils vont tout nier au début. Ils vont parler de faux potentiels, de signatures contestables, de mauvaises interprétations du testament. Ils vont essayer de t'acheter. »« Qu'ils essaient, répondit Sienna. Ça me dira tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui ils sont. » Nadia eut un petit sourire sans joie. « Je m'occupe de faire demander un rendez-vous officiel. En tant que PDG intérimaire de Monroe, bénéficiaire identifiée du Trust BG17 et possible héritière dans le cadre du testament d'Elia. Ça devrait faire assez de titres pour les sortir de leur confort. » Elle se pencha vers Sienna. « Et je te le redis, parce que tu vas en avoir besoin quand ils commenceront leur jeu de pouvoir, je te crois, je t'ai toujours cru. Pas parce que tu es ma patronne, mais parce que tu es Sienna. Tu n'inventes jamais ce genre d'histoire pour attirer l'attention. » La tension dans la poitrine de Sienna se relâcha un tout petit peu. « Merci Nadia. » Nadia haussa les épaules. « C'est toi qui as pris le risque de tout perdre en les affrontant à l'agence, dit-elle. Le minimum que je puisse faire, c'est de te tenir la main pendant que tu bouscules leur tour d'ivoire. » Quelques jours plus tard, le siège de Rivergat se dressait devant Sienna comme une lame de verre et d'acier plantée dans le ciel. La façade, réfléchissante, renvoyait la ville en une version plus lisse, presque irréelle. À l'intérieur, l'odeur du cuir neuf et du café italien fraîchement moulu dominait, éclipsant la poussière des archives de l'agence de quartier. Un hôte en costume sombre les guida, elle et Nadia, à travers un rôle silencieux où les pas se perdaient dans l'épaisseur de la moquette. Des portraits encadrés des anciens dirigeants, dont celui d'Elia, ornaient les murs. Sienna sentit ses omoplates se raidir en passant devant l'image de ce visage qu'elle connaissait désormais un peu trop bien. La salle de réunion où on les installa donnait sur la ville entière. Une table ovale en verre, des fauteuils en cuir crème, un plateau de viennoiserie qui sentait encore le beurre chaud. La climatisation soufflait un air parfaitement tempéré, réglé pour qu'on oublie le monde extérieur. La porte s'ouvrit. Vivian Hartmann entra la première, grande blonde, la quarantaine avancée, tailleur blanc cassé parfaitement ajusté. Son parfum discret mais cher se mêla au café. Son visage était celui d'une femme rompue au photographe, sourire mesuré, regard direct mais froid. Derrière elle, Mark Hubel, cravate sombre, costume impeccable, un dossier sous le bras. Hargrove suivait, légèrement en retrait, l'air plus tendu. 2 avocats complétaient le tableau, tablettes en main. « Madame Monroe, » dit Vivian en tendant la main par-dessus la table, « c'est un honneur de vous recevoir enfin ici. J'aurais préféré dans d'autres circonstances. »
Le plaisir est particulier, répondit Sienna en serrant brièvement sa main, mais au moins, il est direct. Vivian eut un sourire poli. Je vous présente Marcus Bell, senior VP en charge de nos grands comptes corporatifs, que vous connaissez déjà si je ne me trompe. Le regard de Marcus croisa le sien. Une seconde à peine, il baissa les yeux presque aussitôt. On s'est croisés, dit simplement Sienna. Monsieur Hargrove, vous le connaissez bien sûr, poursuivit Vivian. Et voici Maître Cohen et Maître Alvarez, de notre service juridique. Les échanges de mains furent rapides, plus protocolaires que chaleureux. Tous s'assirent. La lumière gris-blanc du jour tombait sur la table comme sur une scène de théâtre. Vivian croisa les doigts. On m'a transféré la description détaillée de ce qui s'est passé dans notre agence de Rivergate avec vous et Madame Owen, dit elle. Je tiens à vous présenter, personnellement, nos excuses pour cette expérience. Ce n'est évidemment pas ce que représente Rivergate. Je suis venue pour beaucoup plus que des excuses, répondit Sienna. Elle sortit calmement la lettre d'Elia et les relevés du trust, les posa devant elle. Le froissement du papier sur le verre résonna étrangement dans le silence. Je suis venue en tant que cliente, oui, mais aussi en tant que bénéficiaire d'un trust créé par votre père, et en tant que personne qu'il nomme explicitement comme sa fille dans cette lettre. Vivian cligna des yeux. Un très léger temps d'arrêt, presque imperceptible, avant que son visage ne reprenne son masque. Puis-je, demanda-t-elle en désignant la lettre. Bien sûr, répondit Sienna, vous devriez. Vivian prit le document, le lut en diagonale d'abord, puis plus lentement. À certains passages, les muscles de sa mâchoire se contractèrent brièvement. Marcus, assis à sa droite, gardait les yeux fixés sur un point invisible de la table. Les avocats se penchèrent légèrement, cherchant à lire par-dessus son épaule. Quand elle arriva à la signature, Vivian posa la feuille avec précaution. Elle nettoya un pli inexistant sur son tailleur, puis leva les yeux. « C'est un texte difficile à lire, dit-elle d'une voix neutre. Pour n'importe quel enfant qui découvre que son père avait des secrets de ce genre, c'est plus facile à lire que les relevés de compte de ma mère sur 3 ans, quand elle s'est débattue seule après que votre banque a refusé de la soutenir, répliqua Sienna. Mais parlons de ce qui nous intéresse, le trust, le testament, et ce que votre père a essayé de faire malgré sa lâcheté. Maître Cohen se racla la gorge. Madame Monroe, j'espère que vous comprenez qu'une lettre comme celle-ci, sans témoin, sans certification, soulève des questions quant à son authenticité. Vous voulez dire que je l'ai inventée, demanda Sienna. Je dis que pour toute revendication juridique sérieuse, nous devrons vérifier la signature, la provenance du document, son statut par rapport au testament officiel déposé chez nos notaires, répondit-il avec prudence. Vivian leva la main. Personne n'accuse personne, dit-elle d'un ton conciliant. Nous devons simplement être rigoureux. Quant au trust, elle prit les relevés et les parcourut. Il existe, manifestement, mais son existence n'implique pas automatiquement un droit de gouvernance sur Rivergate. Sans preuve formelle de filiation, Marcus remua sur sa chaise. Il y a des moyens de prouver la filiation, dit-il d'une voix basse. Test ADN, comparaisons avec les yeux de Vivian glissèrent vers lui, un éclair d'avertissement. Marcus intervint elle, la voix douce mais tranchante. Laissons les procédures techniques à plus tard. Sienna le fixait. Il évitait obstinément son regard, sa main jouant avec le capuchon de son stylo. Intéressant, dit-elle. L'homme qui a disparu le jour où je lui ai parlé de ma grossesse a maintenant beaucoup d'idées sur la façon de prouver des liens de sang. La phrase coupa l'air comme une lame fine. Un silence brutal s'abattit sur la pièce. Les yeux de Nadia lancèrent un éclair vers Marcus. Il blêmit mais tenta de reprendre contenance. Madame Monroe, ce n'est ni le lieu ni le moment pour, aussi coupa-t-elle, c'est exactement le moment, parce que je veux que tout soit sur la table. Pas seulement ce que votre père vous a laissé, Madame Hartmann, mais aussi ce que vos cadres supérieurs ont été prêts à sacrifier pour grimper dans votre hiérarchie, y compris les femmes qui portaient leurs enfants. Vivian prit une inspiration lente. Je ne suis pas responsable des relations personnelles de mes collaborateurs, dit-elle. Ce qui nous occupe ici, c'est votre demande. Soyons clairs, que voulez-vous, exactement? Sienna sentit la colère battre en elle, mais elle la canalisa. Je veux que Rivergate reconnaisse officiellement ce que votre père a essayé d'écrire, répondit-elle, que je suis sa fille, que ma mère a été victime d'une décision discriminatoire prise au plus haut niveau. Et que, conformément à ce qu'il décrit dans cette lettre,
et à ce que son testament doit refléter quelque part, j'ai des droits sur cette banque. Des droits qui dépassent de loin une simple relation client-fournisseur. Vivian se pencha légèrement en avant. Et si nous vous disions que le testament officiel, celui qui fait foi devant la loi, ne contient aucune mention de vous? Alors, je vous demanderai où est passée la version originale, celle que votre père a écrite avant que quelqu'un ne décide qu'un enfant comme moi n'avait pas sa place dans vos arbres généalogiques dorés. Nadia, silencieuse jusque-là, intervint. Nous ne sommes pas naïves, dit-elle. Nous savons que des testaments se réécrivent, que des clauses disparaissent, que des familles puissantes ont les moyens de rendre indicible ce qui les dérange, mais nous avons déjà une lettre, un trust des relevés, et nous savons que quelqu'un, quelque part dans votre organisation, connaît la suite. Vivian croisa les bras. Voici ce que je vous propose, dit-elle. Sans reconnaître la validité juridique de la lettre pour l'instant, Riverga est prête à vous offrir une compensation financière importante pour ce que vous et votre mère avez subi. Nous pouvons aussi envisager des conditions préférentielles pour Monroe, des lignes de crédit plus avantageuses, des projets communautaires au nom de Deborah Brown. En échange, vous vous engagez à ne pas remettre publiquement en cause le legs d'Elia ni la gouvernance actuelle de la banque. Sienna la fixa incrédule. Vous essayez de m'acheter en somme? Vivian ne s'y a pas. J'essaie d'éviter une bataille publique qui nuirait à tout le monde, répondit-elle. À vous, à nous, à nos employés, à vos employés. Vous avez une entreprise à faire tourner, un enfant à élever. Vous savez comme moi que ces guerres-là ne laissent que des ruines derrière elles. Une part de Sienna entendit la séduisante logique de ces mots. Une autre, plus profonde, se souvenait de Deborah, des reins brisés, de la crise cardiaque foudroyante, de Sienna à 18 ans seule devant un cercueil trop simple. Je ne suis pas ici pour quémander un chèque de plus, dit-elle. Ma mère a déjà payé le prix de votre tranquillité, je ne vais pas le payer une deuxième fois pour que votre nom reste propre sur les brochures. Les yeux de Vivian se durcirent imperceptiblement. Réfléchissez-y tout de même, dit-elle en se levant. Nous examinerons la lettre et le trust avec notre équipe juridique. En attendant, je vous déconseille vivement de partager tout cela avec la presse. Ce serait imprudent. Le mot glissa dans l'air comme une menace douce. En sortant du siège de Rivergat, le soleil paraissait plus blanc, presque agressif, réfléchissant sur les façades de verre. La chaleur du trottoir monta vers Sienna, contrastant avec le froid poli de la Réunion. Ils ne vont pas céder, dit Nadia en marchant à ses côtés, pas sans qu'on leur mette une pression qu'ils ne peuvent pas contrôler. Je sais, répondit Sienna, mais quelqu'un quelque part a ce testament. Elias a confié des éléments à Harold. Ça veut dire que la suite est chez nous aussi. Nadia la regarda de côté. Tu vas lui parler, n'est-ce pas? Je n'ai plus le choix. La chambre de Harold sentait le désinfectant, la lessive propre et une légère odeur de fleurs d'oranger provenant du diffuseur posé sur la table de chevet. La lumière blafarde filtrait à travers le rideau, dessinant sur le sol des rectangles pâles. Le bip régulier du moniteur cardiaque rythmait la pièce. Harold était affaissé sur son lit, plus maigre qu'avant, les cheveux blancs en bataille. Mais ses yeux, eux, brillaient encore d'une intelligence vive quand il vit Sienna entrer. « Voilà ma lionne, dit-il d'une voix éraillée mais chaleureuse. Tu as mis le feu à Rivergat, à ce qu'on raconte. Sienna esquissa un sourire sans joie. J'ai juste allumé une allumette dans une pièce déjà saturée de gaz, répondit-elle. Harold, j'ai trouvé une lettre. Elle sortit la feuille, la posa doucement sur la couverture. De lui, d'Elia à moi. Harold la regarda un long moment, puis lentement prit la lettre. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux parcoururent les lignes sans difficulté. Lorsqu'il arriva au passage où son nom apparaissait, son visage se figea. Le silence s'épaissit, seulement troublé par le murmure de la climatisation. Alors, tu sais, finit-il par dire, que je suis sa fille, oui, que tu le savais aussi, je suis en train de le comprendre. Harold posa la lettre, soupira, son épaule se souleva, puis retomba avec un petit craquement. Il est venu me voir une fois, il y a longtemps, dit-il, tu n'étais encore qu'une ado. Il avait cet air brisé qu'ont les hommes qui se rendent compte trop tard de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Il m'a dit qu'il avait une fille, qu'il ne pouvait pas reconnaître sans tout faire exploser, qu'il voulait au moins s'assurer qu'elle ait une chance de ne pas rester coincée là où il l'avait laissée. Et toi, tu as fait quoi? J'ai accepté l'argent, avoua-t-il sans détour. Pas pour moi, pour lancer la bourse qui t'a permis d'étudier, pour démarrer mon rôle logistique avec un peu moins de dettes que je ne l'aurais fait autrement. Je me suis dit que si je pouvais t'offrir une rampe de lancement,
Peut-être que ça compenserait un peu ce qu'il ne t'offrait pas. Il la regarda, les yeux brillants. Je n'ai jamais touché un centime pour moi sur ce qu'il t'avait destiné. Mais je ne t'ai pas dit d'où ça venait. J'ai justifié ça en me disant que tu n'avais pas besoin de ce fardeau-là, que connaître le nom de ton père biologique ne t'apporterait rien de bon. Et en même temps, tu nourrissais ta propre revanche contre sa banque, dit Sienna. Tu voulais un pied dans la porte pour pouvoir, un jour, l'empêcher de t'écraser. Harold eut un sourire amé. Tu me connais bien, oui, Rivergate m'avait déjà fait des crasses. Refus de financement, pression, petit sabotage dans les appels d'offres. Rien de personnel, disait-il, juste des affaires. Alors quand j'ai su qu'Elia avait une fille qu'il cachait, j'ai vu une manière de rééquilibrer le jeu, disons. Il ferma brièvement les yeux, mais je me suis attaché à toi pour de vrai, Sienna. Ce n'était pas qu'une stratégie, tu es devenue la fille que je n'ai jamais eue, et plus je t'aimais, plus je me persuadais que te dire la vérité sur Elia te ferait plus de mal que de bien. Tu avais tort, dit-elle calmement, mais tu n'es pas le seul. Elle prit une chaise, s'assit près du lit. La lettre parle d'un testament, Harold, d'une version originale où mon existence est mentionnée. Et il dit avoir confié des éléments. Où sont-ils? Harold inspira profondément, comme si la question pesait plus qu'un bloc de béton. Dans un coffre, dit-il, pas chez Rivergate, chez un notaire indépendant. Il y a une copie du premier projet de testament d'Elia, des notes de sa main, et des preuves, disons, compromettantes, sur les politiques de discrimination de Rivergate. J'ai gardé tout ça comme une assurance, une arme, au cas où il viendrait après moi ou après toi. Et Vivian, il eut un ricanement bref. Elle sait qu'il y a eu un premier projet différent, elle sait qu'il y a eu des discussions que le testament final ne reflète pas, mais elle a tout intérêt à faire comme si rien n'existait en dehors de la version officielle. Sienna serra les accoudoirs de la chaise. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé quand j'ai lancé Monroe, quand on a choisi Rivergate comme banque principale? Parce que j'espérais que les choses pourraient se régler sans toi, avoir Harold, que le temps ferait son œuvre, que Vivian finirait par comprendre qu'il valait mieux élargir le cercle que le resserrer. Je me suis trompée. Et toi, tu as fini au milieu de ce champ de mine sans savoir que je t'y avais en partie guidée. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas fière de tout ça, Sienna. Mais si tu veux ces documents, ils sont à toi. Tu es la seule pour qui j'ai gardé cette bombe intacte. Sur le chemin du retour, la ville défilait derrière la vitre teintée de la voiture comme un film en accéléré. Sienna appuya son front contre le verre, ressentant le frisson léger de la vibration du moteur. Les néons des enseignes se reflétaient en traînées colorées. Elle revoyait les visages d'Elia, de Harold, de Vivian, de Marcus, des hommes et des femmes qui avaient utilisé le pouvoir comme un bouclier, parfois comme une arme. Elle se revoyait, elle, dans la salle de réunion, prête à accepter un combat qui ne concernait pas seulement sa famille, mais des milliers d'anonymes. Plus tard, dans son bureau, la nuit avait avalé la ville, ne laissant que les lumières artificielles. Les vitres se transformaient en miroirs. Elle voyait son propre reflet, superposé aux tours environnantes. Une femme en tailleur sombre, les bras croisés, les traits tirés mais le regard encore vif. « Est-ce que je vaux mieux qu'eux » murmura-t-elle à son double dans la vitre. Elle pensa à la proposition de Vivian, un gros chèque, des conditions avantageuses, un centre communautaire au nom de Deborah pour laver la conscience de Rivergate. Elle pensa aux documents dans le coffre du notaire, aux lignes griffonnées par Elia, aux notes rageuses de Deborah dans ses vieux carnets. Elle pensa aussi à ses chauffeurs qui attendaient leur salaire, à ses cadres qui avaient pris des crédits pour acheter leur maison, à Nadia qui avait mis sa carrière en jeu à ses côtés. Et à Amara, dessinant des capes de super-héros sans savoir à quel point la réalité mordait. Elle s'approcha de la vitre, posa la main contre le verre froid. Son reflet fit de même. « Si je deviens comme eux, dit-elle à haute voix, si j'utilise ces armes juste pour gagner une guerre d'ego entre dirigeants, alors j'aurai trahi ma mère autant qu'ils l'ont fait. » Et le silence du bureau sembla approuver. « Ce combat n'est pas pour Elia ni pour Harold, ajouta-t-elle, il est pour Deborah, pour Madame Owens, pour tous ceux qui n'ont pas de lettres, pas de trust, pas de mentor. » Elle se retourna vers son bureau, les dossiers s'entassaient, les écrans affichaient des lignes de mails de plus en plus pressants, son téléphone vibra. Les alertes d'actualité clignotaient, titrages agressifs, une PDG ingérable met sa société en danger, enquête interne chez Monroe Holdings après incident avec Rivergate. Sienna ferma les yeux un instant. Les jours suivants, la contre-attaque de Vivian fut méthodique. Des articles anonymes citant des sources proches du dossier,
parlait d'une dirigeante instable, prête à saboter des partenariats clés pour des raisons personnelles. Des chiffres sortis de leur contexte la faisaient passer pour téméraire. On insinuait que Monroe avait bénéficié de passe-droits bancaires, que certains taux avantageux n'avaient rien de standard. Dans une salle de réunion d'un partenaire logistique, Sienna sentit physiquement la méfiance. Odeur de café réchauffé, ventilateur soufflant trop fort, dossiers empilés négligemment sur la table. « Ce n'est pas qu'on ne vous fait plus confiance, Madame Monroe, balbutia le directeur. Mais tout ce qui se dit en ce moment, nos actionnaires s'inquiètent. On se demande s'il ne vaut pas mieux suspendre certains projets, le temps que la poussière retombe. » D'autres mails suivirent, plus froids. Après examen de la situation actuelle, nous regrettons de devoir reporter et les mots se ressemblaient, les signatures changeaient. Un soir, Nadia entra dans le bureau de Sienna avec un visage fermé. « On a un problème supplémentaire, dit-elle, Léo. »« Quoi, Léo » demanda Sienna déjà fatiguée. « J'ai retrouvé des échanges entre lui et un contact chez Rivergat. Il leur envoie des bribes de nos réunions de crise, des commentaires sortis de leur contexte. Il vend ton image. Et en échange, ils lui promettent un poste de directeur de la communication régionale si tu tombes. » Le sol sembla se dérober un instant sous les pieds de Sienna. Léo, elle revit son rire facile, sa capacité à transformer n'importe quelle catastrophe en story positive, les nuits passées à travailler pour améliorer l'image de Monroe. « Tu es sûre ?» Nadia posa des impressions sur la table. Les mails parlaient d'eux-mêmes. Ils disent qu'ils ont besoin d'une narration maîtrisée si tu continues à faire du bruit, expliqua Nadia. Et que lui pourrait préparer le terrain à l'interne pour faciliter une transition si le conseil décidait de te remplacer. Le goût du métal monta dans la bouche de Sienna. Il faut le confronter, dit-elle, mais ça ne suffira pas. Si Vivian en est là, elle ne s'arrêtera pas à ma réputation. Elle va viser Monroe de l'intérieur. Elle avait raison. Quelques semaines plus tard, la grande salle du conseil d'administration de Monroe résonnait d'une tension presque physique. L'odeur habituelle de bois ciré et de café se mêlait à quelque chose de plus acide, la peur. Les administrateurs étaient assis tout autour de la longue table, dossiers empilés, tablettes prêtes, stylos alignés. Certains évitaient son regard, d'autres la fixaient avec une sévérité mal à l'aise. Nadia, à sa droite, jouait nerveusement avec un trombone. « Nous sommes réunis aujourd'hui » commença le président du conseil, la voix un peu trop solennelle, pour discuter des retombées de la situation actuelle entre Monroe Holding et Rivergat National Bank. Sienna les écouta parler d'elle à la troisième personne, de ses décisions controversées, de la détérioration des relations bancaires, des risques significatifs pour la trésorerie. Personne ne mentionna Deborah, personne ne prononça le mot discrimination. Harold, amené dans un fauteuil roulant, prit la parole à un moment. Sa voix était plus faible, mais toujours ferme. « Si nous la lâchons maintenant, dit-il, nous envoyons un message très clair, que Monroe se couche devant le chantage d'une banque. Sienna a bâti cette entreprise avec moi. Elle l'a faite en relevant des paris que vous avez tous applaudis quand ils ont rapporté des millions. Elle ne mérite pas qu'on la sacrifie parce qu'elle refuse de sourire à ceux qui nous méprisent. » Un administrateur au costume bleu, un des plus frileux, répondit. « Personne ne veut sacrifier Madame Monroe, assura-t-il, mais nous avons une responsabilité envers nos employés, nos actionnaires. Si sa croisade personnelle met en péril la survie de Monroe, nous devons la protéger d'elle-même. » Le mot croisade lui écorcha les oreilles. Le vote arriva inévitable. La formulation était habile, suspension provisoire de ses fonctions de PDG intérimaire, le temps de clarifier la situation et de sécuriser l'entreprise. On lui proposa de rester conseillère stratégique, un titre vide sans pouvoir de signature. Les mains se levèrent une à une, certains hésitèrent, regardant ailleurs, mais la majorité se forma lente, implacable. Harold vota contre, bien sûr, Nadia aussi en tant que représentante du management. Ce ne fut pas suffisant. Quand la séance fut levée, la salle avait l'odeur des salles d'hôpital après une opération ratée, propre mais chargée de quelque chose de lourd. Les stylos cessèrent de tapoter, les chaises raclèrent le sol, les regards se dispersèrent. Nadia posa sa main sur l'avant-bras de Sienna. « On va se battre autrement, dit-elle, ce n'est pas fini. » Sienna hocha la tête, mais sa voix semblait s'être perdue quelque part entre sa gorge et sa poitrine. Elle erra longtemps dans les couloirs déserts du siège. Les posters motivants sur les murs lui paraissaient soudain cyniques. Le logo de Monroe, qui lui avait toujours semblé être un symbole de conquête, lui apparaissait comme un masque qu'on lui arrachait.
Dans l'open space, quelques bureaux étaient déjà vides, des cartons ouverts, des plantes en pot abandonnées, des photos de familles oubliées. La lumière artificielle donnait aux écrans en veille une lueur bleutée, presque fantomatique. Dans son bureau, elle alluma l'ordinateur plus par réflexe que par besoin. Les notifications affluèrent. Parmi elles, un article partagé des centaines de fois, la chute annoncée de la reine de la logistique. Les commentaires défilaient, certains moqueurs, d'autres ouvertement hostiles. Parvenue, femme en colère qui joue la carte raciale. Elle lut ces mots mécaniquement, comme si quelqu'un d'autre les recevait. Son téléphone vibra. Amara, maman, la petite voix résonna dans la pénombre du bureau. On entendait en fond le bruit d'un dessin animé à la télévision. Oui, mon cœur, tu rentres tard encore. Il n'y avait pas de reproche, juste un constat triste. Un peu, oui. À l'école, aujourd'hui, continua Amara, ils ont parlé d'une dame à la télé qui s'est fâchée contre une banque. Les autres ont dit qu'elle était folle. Moi j'ai dit qu'elle devait sûrement avoir une bonne raison. Sienna sentit sa gorge se serrer. Et la maîtresse, elle a dit quoi demanda-t-elle doucement. Et elle a dit qu'il ne fallait pas juger les gens sans connaître leur histoire, répondit Amara. Maman, il parlait de toi, et le silence dura une seconde, 2, 3. Oui, mon cœur, dit-elle enfin, il parlait de moi. Tu vas perdre ton travail, la question la frappa plus fort que tout le reste. Peut-être, mais je ne perdrai pas qui je suis. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit l'autre fois, qu'on ne laisse jamais les tyrans décider de notre valeur. Oui, la voix d'Amara se fit un peu plus assurée. Alors ne les laisse pas gagner, même si tu dois crier très fort. Je t'aime, maman, je t'aime aussi. Après avoir raccroché, le silence du bureau sembla plus profond. Elle resta un moment simplement assise, les mains posées sur ses genoux, sentant le poids de tout ce qui lui échappait. Il fut un instant où elle imagina réellement appeler Vivian, accepter l'accord, encaisser l'argent, se retirer de la scène publique, acheter une maison dans un endroit calme, faire l'école à la maison à Amara, laisser d'autres se battre avec des armes moins fatiguées. Et puis l'image de Deborah, classeur contre la poitrine, revint, celle de Madame Owens dans le rôle, celle de Maria dans la salle d'archives, serrant son carton comme un secret trop lourd. Elle comprit qu'abandonner maintenant, ce serait les trahir toutes. L'écran de son ordinateur en veille se ralluma soudain. Une nouvelle notification de mail apparut dans un coin. L'heure indiquait 23 heures passées. Le bureau était plongé dans une pénombre bleutée, seule la lumière de l'écran découpant son visage. Expéditeur, DH, objet, ton père n'a pas tout réussi à cacher. Sienna cliqua. Le message était court. Je peux te prouver que le testament original de mon grand-père te donne des droits sur Rivergat. Je ne peux plus regarder ma famille mentir. Si tu veux vraiment les affronter, réponds, je suis de l'autre côté. Elle relut les initiales, DH, Hartmann. Elle sentit une nouvelle forme d'espoir fine, fragile se glisser dans la fissure de son désespoir. Quelqu'un de l'autre côté du mur venait de faire un trou assez grand pour laisser passer la lumière. Et si vous commencez à imaginer qui se cache derrière ces 2 lettres, gardez vos théories en tête, parce que la personne qui vient de lever la main dans ce camp ennemi n'est pas n'importe qui, et la façon dont Sienna va s'en servir va redessiner la carte du pouvoir. Vous pouvez même dire ce que vous en pensez, ce que vous feriez à sa place. La suite, elle, ne va certainement pas les épargner. Il portait un sweat à capuche gris et des baskets usées, mais il tenait la petite clé USB comme si c'était un explosif. Le café sentait le café fraîchement moulu et le croissant au beurre. Le brouhaha des conversations était assourdi par la musique jazz en fond, juste assez forte pour brouiller les mots, pas assez pour empêcher de réfléchir. Par la grande baie vitrée, on voyait les voitures glisser sous un ciel pâle. Sienna, dos au mur, avait choisi la table la plus au fond. Elle observait le jeune homme qui approchait grand mince des boucles brunes un peu désordonnées, les mêmes pommettes que Vivian, les yeux plus sombres, plus inquiets. Il s'arrêta devant elle. Madame Monroe. Sa voix tremblait légèrement, mais il tenait bon. C'est toi, DH demanda-t-elle. Il hocha la tête. Daniel, dit-il, Daniel Hartmann. Le nom tomba entre eux comme une pièce de métal sur une table de verre. Il s'assit en face d'elle, posa la clé USB au milieu, à côté d'un dossier cartonné épais. Merci d'être venu, dit-il. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais vous devriez voir ça. Sienna prit la clé, la fit tourner entre ses doigts. Le plastique noir était tiède, imprégné de la chaleur de sa paume. Qu'est-ce qu'il y a dessus demanda-t-elle. Daniel inspira profondément. Elle sentit l'odeur du café qu'il venait de commander, amé presque brûlé.
Une copie numérisée du premier projet de testament de mon grand-père, répondit-il, celui où votre nom apparaît, et des emails internes, des échanges entre ma mère, certains administrateurs, les avocats, des instructions pour supprimer toute mention des enfants biologiques non légitimes. Sa main serra le bord de la table. Il parle de moi comme ça. Il ne cite pas votre nom, reprit Daniel, mais il y a des phrases. Nous ne pouvons pas laisser une inconnue, manifestement issue d'un contexte différent, obtenir un pouvoir de blocage. Il s'inquiète du message envoyé au marché si le public découvrait que mon grand-père avait une fille noire qu'il n'a jamais reconnue. Les mots restèrent suspendus dans l'air chaud du café. Le cliquetis des tasses sur les soucoupes continua, indifférent. « Et toi, tu as eu accès à ça comment ?» demanda Sienna. Il eut un sourire amé. « Je sais fouiller, et je suis le gamin qu'ils oublient dans les pièces, le petit qui passe pour écouter aux portes sans qu'on s'en rende compte. » J'ai entendu des bribes de conversation, puis j'ai commencé à chercher dans les serveurs quand j'ai compris qu'il mentait sur ce qu'était vraiment le testament de mon grand-père. Il poussa le dossier papier vers elle. « Ça, ce sont des copies imprimées, au cas où on perdrait la clé. Il y a aussi une clause que personne n'a jamais rendue publique. Elle dit que tout enfant biologique d'Elia Hartman identifié par les pièces jointes a droit à une part significative de Riverga et à un siège au conseil d'administration. Les pièces jointes, c'est des résultats d'analyse privée et une photo de votre mère. » Son regard se radoucit. « Elle est belle sur la photo, mon grand-père l'a gardée, ils ont voulu la jeter, je l'ai scannée avant. » Sienna sentit quelque chose se comprimer dans sa poitrine, pas seulement de la colère, un deuil différent pour une histoire qu'elle n'avait jamais vécue mais qui avait existé quelque part. « Pourquoi tu fais ça, Daniel ?» demanda T.L. « Tu es de leur côté, tu portes leur nom, leur héritage, tu as tout à perdre. » Il ferma brièvement les yeux. « Mon héritage, c'est aussi ce que j'en fais, répondit-il. J'ai grandi à écouter ma mère parler de méritocratie, de mérite, de travail. Et en même temps, je voyais qui elle invitait au dîner, qui obtenait les stages, quels clients elle appelait stratégiques, et quels quartiers elle décrivait comme non alignés avec la vision de Rivergat. » Il se pencha en avant. « Je ne supporte plus de voir ma famille parler d'égalité dans les conférences, puis rire en privé des profils à risque comme votre mère. Je ne supporte plus de voir votre visage à la télé, découpé par leurs communicants comme celui d'une hystérique dangereuse, alors que je sais que c'est eux qui ont trahi les dernières volontés de mon grand-père. » Son pied tapotait nerveusement le sol, rythme saccadé sur le carrelage. « Et puis, ajouta-t-il d'une voix plus basse, j'ai lu la lettre qu'il vous a écrite. Pas entièrement, mais assez pour comprendre qu'il ne voulait pas que son nom serve à ça. J'ai plus en commun avec vous qu'avec certaines personnes qui portent mon sang. » Il releva les yeux vers elle. « Je ne sais pas ce que vous allez faire de tout ça, Sienna, mais je sais que si je me tais, je deviens comme eux. » Elle le fixa. Dans sa sincérité maladroite, dans la tension de ses épaules, elle reconnut quelque chose qu'elle connaissait bien, cette lutte intérieure entre confort et conscience. « Tu comprends que si je tombe, ils te tomberont dessus aussi, dit elle. »« Je sais, répondit-il. Mais au moins, je saurai que j'ai essayé. » Elle glissa le dossier dans son sac, la clé USB dans sa poche intérieure près de son cœur. « Très bien, Daniel, tu viens de choisir ton camp. Maintenant, à nous de nous montrer à la hauteur de ce choix. » La salle de réunion improvisée chez Monroe ressemblait à une base de commandement. Des feuilles scotchées au mur, des schémas au marqueur, des tasses de café abandonnées. Une odeur de papier, de plastique chaud, des vidéoprojecteurs et de fatigue partagée. Autour de la table, Nadia, Pastor Reggie, Maria, Daryl et un homme au costume sombre, lunettes fines, l'avocat de Harold Meloran. Chacun avait devant lui une copie d'une partie du dossier de Daniel. « Alors, récapitula Nadia en faisant glisser un marqueur dans sa main. Nous avons un projet de testament d'Elia, avec une clause claire en faveur de tout enfant biologique et une mention explicite de Sienna Brown, aujourd'hui Sienna Monroe, des emails internes montrant que cette clause a été délibérément supprimée. Et des preuves que Rivergat connaissait votre existence au moment de rédiger la version finale. » Meloran tapota du doigt une page. « Juridiquement, dit-il, c'est explosif. Falsification de documents testamentaires, dissimulation d'héritiers, fraude potentielle envers les autres actionnaires. Et en plus, ces mêmes personnes ont orchestré une campagne pour vous discréditer quand vous avez commencé à approcher la vérité. Mais on ne peut pas juste déposer une plainte et attendre, objecta Daryl. Ils vont enterrer ça pendant des années. » Exactement, répondit Pastor Reggie.
Et pendant ce temps, la communauté continue de se faire broyer par leur politique de risque. On a besoin d'un mouvement public, pas seulement d'un dossier qui prend la poussière sur un bureau de procureur. Il avait posé son chapeau sur la table, révélant une calvitie entamée. Son visage marqué par les années gardait une énergie obstinée. Ce que je propose, dit-il, c'est qu'on raconte l'histoire en entier au grand jour, pas seulement votre filiation Sienna. L'histoire de Deborah, de toutes les Deborah qui se sont fait claquer la porte au nez. L'histoire de l'agence de Maria qui a gardé les dossiers, de Daryl qui a vu mais n'a pas parlé, puis qui a décidé de ne plus se taire. L'histoire de Rivergate telle qu'elle est, pas telle qu'ils la vendent dans leur pub. Nadia acquiesça. Et on choisit notre scène, ajouta TL. Ils adorent leurs assemblées d'actionnaires, leurs grands-messes où ils se congratulent. Parfait, on y va. On obtient la convocation d'une assemblée extraordinaire en combinant les voix du trust, d'autres actionnaires sensibilisés, et la pression des régulateurs que me Laurent ira voir avec les documents les plus parlants. Me Laurent ajusta ses lunettes. Je peux, en effet, présenter ce que nous avons aux autorités de surveillance des marchés, dit-il. Si elles savent qu'une révélation publique est imminente, elles voudront être dans la salle. Ce genre de scandale, elles aiment mieux l'encadrer que le subir. Maria, les mains posées bien à plat sur la table, parla pour la première fois. Et moi, qu'est-ce que je peux faire à part témoigner? Votre témoignage est énorme, répondit Sienna. Vous avez gardé ces dossiers. Vous pouvez dire comment ils détruisent certains papiers, lesquels erreurs disparaissent plus vite que d'autres, et vous pouvez parler de Deborah, du refus, de ce que vous avez vu passer sous vos yeux pendant 30 ans. Vous êtes la mémoire qu'ils n'ont pas prévue. Maria eut un petit rire sans joie. J'ai passé ma vie à ranger les histoires des autres dans des cartons, dit-elle. Il est temps que j'en sorte au moins quelques-unes. Daryl serra les mains, ses doigts craquant légèrement. Je témoignerai aussi, dit-il. Je dirai que je me suis tue par peur de perdre mon salaire, que j'ai regardé Madame Owen se faire renvoyer, que je vous ai vu vous faire humilier. Et que quand vous êtes revenu, vous n'avez pas demandé qu'on me vire du jour au lendemain. Je dois ça aux gars comme moi qui portent l'uniforme mais pas le pouvoir. Sienna croisa son regard. Ce sera difficile, Daryl. Ce qui est difficile, répondit-il, c'est de regarder ma fille dans les yeux et de lui dire que son père était du mauvais côté de la vitre pendant que des femmes comme vous se tenaient droites. Ça, c'est plus dur que de passer à la télé. Le plan se dessina sur le tableau blanc, 3 axes. Droit des sociétés. Me Laurent utiliserait le testament original, les emails, les relevés du trust pour obtenir des autorités la convocation d'une assemblée extraordinaire chez Rivergate et leur présence ce jour-là. Pression médiatique, Pastor Reggie contacterait les journalistes de confiance, ceux qui avaient déjà couvert les discriminations bancaires, pour qu'ils soient devant le siège le jour J, caméra braquée. Mobilisation communautaire, des entrepreneurs refusés, des familles endettées, des anciens employés prêts à parler viendraient manifester devant l'entrée, pancartes en main, pour que personne ne puisse dire que la question se résumait à un conflit de succession. Et mon rôle dans tout ça, demanda Nadia. Le conseil a peur, ils t'ont suspendu. Comment on les ramène dans le jeu sans qu'ils nous voient comme une menace supplémentaire? Sienna prit un marqueur, traça un cercle autour du nom de Monroe au coin du tableau. On leur montre les chiffres, dit elle. Tu vas leur montrer, Nadia, tu vas leur prouver que si Rivergate tombe sans réforme, nous allons tous souffrir. Mais que si nous prenons la main sur la transformation, si nous devenons ceux qui imposant les nouvelles règles, Monroe sortira plus fort, avec une banque partenaire plus saine et une image d'entreprise qui n'a pas plié devant l'injustice. Nadia hocha la tête. Je peux faire ça, dit elle. Je peux leur parler en langage qu'ils comprennent, risque, opportunité, scénario. Sienna regarda chacun d'eux un par un. Vous n'êtes pas obligés de me suivre, dit elle. Ce combat va être sale. Ils vont fouiller dans vos vies, dans vos erreurs, ils vont essayer de vous faire peur. Et ils le font déjà, murmura Maria. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'on dit stop, ajouta Pastor Reggie, parce qu'il n'y aura jamais de moment confortable pour se lever. Seulement des moments où on décide qu'assez, c'est assez. Les jours suivants prirent la forme d'un montage. Dans le bureau de Nadia, les écrans affichaient des graphiques, des courbes, des diagrammes. Elle préparait des présentations montrant noir sur blanc combien de revenus de Rivergate dépendaient des entreprises comme Monroe, combien il risquait de perdre si ses clients se coordonnaient pour partir, combien il serait rentable,
à long terme, de nettoyer leurs pratiques plutôt que de s'entêter. Dans le bureau du pasteur, qui sentait le bois poli et le café filtre, des entrepreneurs défilaient. Chacun posait une histoire sur la table, refus de prêt malgré des bilans solides, clauses incompréhensibles, taux plus élevés que ceux pratiqués dans d'autres quartiers. Pastor Reggie enregistrait leurs paroles, prenait des notes, sélectionnait ceux qui accepteraient de parler caméra allumée. Dans un petit cabinet d'avocats, Maria et Daryl signaient des déclarations sous serment. La lumière crue de la lampe au-dessus de la table soulignait les ridules au coin des yeux de Maria, la tension dans les épaules de Daryl. Ils relisaient chaque phrase, s'assurant que leur vérité était exacte, irréprochable. Chez elle, tard dans la nuit, Sienna se tenait devant le miroir du couloir, une feuille à la main. Sa voix roulait dans l'appartement silencieux, parfois ferme, parfois hésitante. « Mesdames et messieurs les actionnaires, je ne viens pas ici pour vous demander pitié, je viens vous demander ce que votre banque doit au nom qu'elle porte. » Elle s'arrêtait, reprenait, corrigeait un mot. Amara, en pyjama, l'observait parfois depuis l'embrasure de la porte, serrant sa peluche contre elle. « Tu parles à qui, maman ? À des gens qui ont besoin de comprendre ce qu'ils ont fait, répondait Sienna. Tu veux écouter ? La petite venait s'asseoir sur le tapis, les yeux levés vers elle comme devant une conteuse. Tu devrais leur dire aussi que c'est pas gentil d'être méchant avec les mamans, suggérait-elle avec sérieux. Je le leur dirai, promit Sienna en souriant. Peut-être pas avec ces mots-là, mais je le leur dirai. Pendant ce temps, Laurent multiplia les rendez-vous discrets, couloirs feutrés, odeurs de cuir et de papier neuf. Il montrait certains documents au régulateur, assez pour qu'ils saisissent la gravité, pas assez pour qu'ils puissent se les approprier. Il parlait de tempêtes à venir, de nécessité d'être présent pour montrer que l'État n'était pas aveugle. Un soir, alors que Sienna rentrait du cabinet de l'avocat, la ville baignait dans une lumière orange. Les phares des voitures traçaient des lignes continues sur le bitume. Elle sentit la fatigue dans ses muscles, mais une autre chose aussi, une détermination plus calme que la rage pure des semaines précédentes. Tout ce qu'elle avait traversé, tout ce qu'on lui avait pris, la menait vers ce moment où elle se tiendrait enfin, debout devant ceux qui croyaient posséder son destin. Si vous êtes encore là à la suivre, c'est probablement que vous vous apprêtez à entrer dans cette salle avec elle. Et honnêtement, si vous n'êtes pas encore accroché pour de bon, c'est le moment de vous attacher, parce que ce qui arrive maintenant, c'est ce pourquoi tout le reste a été construit. Le jour de l'assemblée arriva avec un ciel clair, presque insolent. Devant le siège de Rivergate, une marée de caméras, de micros tendus, de journalistes en veste légère se pressaient derrière des barrières métalliques. Les chants d'un groupe de manifestants montaient, portés par des pancartes où on lisait « Mon crédit n'est pas un risque, justice pour Deborah Brown, les chiffres n'ont pas de couleur ». L'odeur de bitume chauffé par le soleil se mêlait à celle des hot dogs vendus par un marchand opportuniste à l'angle de la rue. Sienna descendit de la voiture, simple dans un tailleur noir sans fioriture, une chemise blanche impeccable, des chaussures confortables. Pas de bijoux ostentatoires, juste une fine chaîne au cou, où pendait un petit pendentif que Deborah lui avait offert. Elle sentait les regards la frôler, comme des projecteurs invisibles. Des flashs claquaient déjà, des voix appelaient son nom. Madame Monroe, un mot, s'il vous plaît, est-ce une guerre de succession ou un combat politique? Que répondez-vous aux accusations d'instabilité qu'on porte contre vous? Nadia marchait à ses côtés, dossier sous le bras. Plus loin, Pastor Reggie accompagnait un petit groupe de témoins. Maria et Daryl, un peu intimidés par la foule, se tenaient près de lui. Laurent, imperturbable, ouvrait la marche. À quelques mètres de l'entrée, un véhicule noir s'arrêta. De l'autre côté de la rue, un écran géant sur la façade d'un immeuble retransmettait déjà les images en direct. Dans une maison, à des kilomètres de là, Harold et Amara étaient assis devant leur télévision, une couverture sur les genoux de l'un, un bol de céréales sur ceux de l'autre. « Regarde bien, dit Harold à la petite, sa voix tremblante d'émotion. Ta maman est en train de faire quelque chose que peu de gens osent. » Amara, les yeux écarquillés, serra son dessin de Super Sienna contre elle. Vivian arriva enfin, sortant de son véhicule comme d'une scène de théâtre. Tailleur crème impeccable, lunettes de soleil, entourée de 2 avocats et du président du conseil de Rivergate. Les flashs se braquèrent sur elle aussi. Leurs regards se croisèrent. C'était comme si le bruit ambiant s'étiolait, ne laissant que le froissement lointain d'un drapeau, le bourdonnement des caméras.
Vous êtes vraiment prête à tout détruire pour une vieille rancœur demanda Vivian en s'approchant à hauteur de voix. Non, répondit Sienna sans ralentir. Je suis prête à tout risquer pour que vous ne détruisiez plus personne en silence. Dans la grande salle d'assemblée, les choses avaient été arrangées pour impressionner. Un plafond haut, des lustres modernes, des rangées de fauteuils en cuir, un podium au centre avec un micro fin. L'air conditionné diffusait une fraîcheur presque clinique. On sentait le parfum discret mais cher des actionnaires, le cuir des attachés cases, un soupçon de stress caché sous des couches de déodorant. Un écran géant occupait tout le mur du fond, prêt à afficher graphiques et présentations. Sur une table latérale, des bouteilles d'eau alignées, des verres en plastique transparent. Sienna prit place au premier rang, avec Nadia à sa droite, me Laurent à sa gauche. Derrière, Pastor Reggie, Maria et Daryl occupaient des sièges réservés aux intervenants. Les caméras de la presse étaient installées au fond, objectifs braqués. Le président du conseil prit la parole en premier, voix grave, ton rodé. Mesdames et messieurs les actionnaires, merci d'être présents pour cette assemblée extraordinaire. Nous allons aborder aujourd'hui des sujets sensibles concernant la gouvernance de notre groupe, suite à des allégations récentes. Dans un souci de transparence, nous avons accepté que Madame Sienna Monroe, grande cliente corporative et bénéficiaire d'un trust lié au fondateur, prenne la parole. Les murmures montèrent, vagues de chuchotements qui roulaient sous le plafond. Madame Monroe, la tribune est à vous. Sienna se leva. Ses pas surmoquaient étaient presque inaudibles, mais elle sentait chaque pression du sol dans ses muscles. Ses mains étaient froides, mais sa voix, lorsqu'elle parla, surprit même Nadia par sa stabilité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Elle inspira, l'air climatisé glissant dans sa gorge. Je ne suis pas venue ici pour demander la charité. Je suis venue pour parler de dette. Pas seulement de la dette financière que Monroe a payée à Rivergate pendant des années, de la dette morale que cette banque a envers les gens comme ma mère, Deborah Brown, et envers tous ceux qu'elle a définis comme des risques avant même d'ouvrir leur dossier. Elle raconta calmement la scène du refus de prêt. Les chiffres solides, les mots quartiers défavorisés, la mention risque élevé écrite en rouge, le override exécutif, Hartman, la crise cardiaque de Deborah quelques années plus tard. Sur les premiers rangs, certains actionnaires fronçaient les sourcils, d'autres regardaient fixement le sol. Je pourrais vous parler aussi de Madame Owens, reprit-elle, cette femme âgée qu'on a failli renvoyer d'une de vos agences, il y a quelques semaines parce que personne ne voulait prendre le temps de vérifier que son dossier était en règle. Je pourrais vous parler des dizaines de témoignages que nous avons collectés ces derniers jours, mais je préfère que ce soit d'autres qui vous le disent. Et elle se tourna vers le président. Avec votre permission, j'aimerais laisser la parole à quelques personnes qui connaissent vos pratiques de l'autre côté du guichet. Il hésita une fraction de seconde, pris dans le regard des caméras, puis acquiesça. Pastor Reggie monta au micro. Sa voix grave remplit la salle, portée par des années de sermons. Il parla des entrepreneurs venus le voir au fil des ans, des formules toutes faites, des sourires polis qui masquaient la peur de prêter à certains visages. Il cita des chiffres, des pourcentages de refus 2 fois plus élevés dans certains quartiers que dans d'autres, à dossiers comparables. Maria prit le relais, main tremblante mais regard droit. Elle décrivit les archives, les dossiers qui disparaissaient plus vite lorsqu'ils concernaient des plaintes pour discrimination, les notes manuscrites qui parlaient de risques d'effet de vitrine. Elle parla de Deborah, de la mention d'Elia sur le dossier, de la façon dont certains noms traversaient les décennies. Daryl enfin avança vers le micro, l'uniforme invisible dans son gant et sa chemise trop repassée. Il dit qu'il avait eu peur, qu'il avait regardé sans agir, qu'il avait compris en voyant Sienna revenir plus forte, qu'il ne pouvait pas passer sa vie à choisir son salaire plutôt que sa conscience. Sa voix se brisa un peu, mais il ne recula pas. Les murmures dans la salle devinrent plus lourds. Sur l'écran, des mots-clés s'affichaient, projetés par Nadia, override, quartier défavorisé, statistiques divergentes. Chaque mot frappait comme un coup sec. Vivian, sur l'estrade à côté du président, garda un visage maître d'elle. « Je comprends l'émotion que suscitent ces témoignages », intervint-elle quand Daryl eut fini. « Et je ne nie pas que des erreurs individuelles aient pu être commises. Nous avons déjà enclenché des programmes de formation, des audits internes.
mais il est dangereux de tirer de cas particuliers des conclusions sur l'ensemble d'une institution qui emploie des milliers de personnes irréprochables. Elle se tourna vers les actionnaires. Rivergate a une longue histoire de service à la communauté, dit-elle. Nous avons financé des écoles, des hôpitaux, des petites entreprises dans des zones que d'autres banques ont abandonnées. Ne laissons pas une poignée d'incidents, aussi regrettables soient-ils, détruire cette réalité. Un actionnaire leva la main. Et les questions de succession dont on parle dans la presse, demanda T-Hill. Qu'en est-il de ce fameux trust, de cette lettre attribuée à Elia Hartman? Vivian eut un sourire maîtrisé. Nous avons commandé une expertise indépendante, répondit-elle. À ce jour, aucune preuve juridiquement recevable n'atteste que Madame Monroe ait des droits successoraux sur Rivergate au-delà du trust dont elle bénéficie déjà. C'est là que vous vous trompez, dit Sienna. Elle fit un signe à Nadia. La lumière de la salle baissa légèrement, l'écran géant se mit en éveil. Une image apparut, un document numérisé en tête d'un cabinet notarial, date d'il y a plusieurs années. Voici, continua Sienna, le premier projet de testament d'Elia Hartman, celui qu'il a rédigé avant que certains d'entre vous ne commencent à le nettoyer. Elle lut à haute voix. Je lègue à ma fille, Sienna Brown, aujourd'hui connue sous le nom de Sienna Monroe, ainsi qu'à tout enfant biologique dont la filiation sera établie par les pièces jointes, une part significative de Rivergate National Bank, sous la forme de X% des actions et d'un siège au conseil d'administration, afin de réparer, autant que possible, les torts causés par mon silence. Un frisson parcourut la salle, on entendit des chuchotements soudains, le raclement d'un fauteuil, l'écran zooma sur la signature, nette, reconnaissable, puis sur une autre partie entourée en rouge, cette fois non pas par Sienna, mais par quelqu'un d'autre, un commentaire manuscrit dans la marge. Clause à reconsidérer, implications médiatiques et de gouvernance majeure. Risque d'instabilité si enfants non intégrés au cercle actuel de pouvoir. Puis, Nadia projeta un mail. Expéditeur Vivian Hartman, destinataire comité restreint. Il n'est pas envisageable de laisser un héritier illégitime, de surcroît issu d'un milieu susceptible de créer un précédent dangereux, obtenir un bloc de contrôle. Nous devons aligner le testament sur les attentes du marché et de notre board. Un second mail s'afficha, cette fois d'un administrateur, un avocat. Faites disparaître la clause sur l'enfant biologique dans la version finale. Nous trouverons d'autres moyens de compenser la situation si besoin. Le public n'a pas besoin de connaître cette partie de la vie d'Elia. La salle explosa en murmures. Certains actionnaires se tournèrent vers Vivian, incrédules, d'autres fixaient l'écran avec horreur. Vivian blêmit mais se redressa. Ces documents ont été obtenus illégalement, dit-elle. Ils ne peuvent pas ou ils montrent une vérité, coupa Sienna, que vous avez sciemment décidé d'effacer mon existence juridique pour protéger votre zone de confort. Que vous avez préféré travestir les dernières volontés d'un homme plutôt que d'accepter qu'une fille née du mauvais côté de la ville ait sa place à cette table. Elle s'avança d'un pas. Vous avez passé des mois à me dépeindre comme une parvenue ingérable, une femme en colère, une folle dangereuse pour vos affaires. Mais la réalité, c'est que je n'ai jamais été la menace. J'étais la conséquence de ce que vous avez choisi de cacher. Un silence lourd s'abattit. On aurait entendu le bourdonnement d'une mouche si la climatisation n'avait pas couvert le son. Sur l'écran, Nadia afficha un dernier élément, un extrait du Trust BG17, avec les initiales d'Elia, la mention Baby Girl Brown, les achats d'actions Rivergate effectués au fil des ans. Vous saviez que j'existais, continua Sienna, la voix posée mais tranchante. Vous avez accepté que l'argent de mon père circule dans vos circuits. Vous avez profité des dépôts de Monroe. Vous avez utilisé ma loyauté de cliente pour enjoliver vos chiffres. Et le jour où j'ai osé vous demander des comptes, vous avez essayé de me rayer comme vous l'aviez fait sur le testament. Elle posa les mains sur le pupitre, sentant sous ses paumes la froideur lisse du matériau. Je ne suis pas ici pour vous détruire. Je suis ici pour vous empêcher de continuer comme si de rien n'était. Un régulateur, assis sur un côté de la salle, échangea un regard sérieux avec un collègue. Le président du conseil, livide, demanda une suspension de séance. L'air semblait s'être épaissi, la climatisation ne suffisait plus à dissiper la chaleur humaine, le parfum du scandale. Lorsque la séance reprit, le président se racla la gorge. Ses mains posées sur le pupitre laissaient voir un léger tremblement. « Mesdames, messieurs, dit-il, après consultation avec les membres indépendants du Conseil et compte tenu des éléments présentés,
Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Nous annonçons l'ouverture immédiate d'une enquête interne encadrée par un cabinet externe, et nous coopérons pleinement avec les autorités. Les régulateurs hochèrent la tête, visiblement satisfaits d'entendre ces mots. En outre, poursuivit-il, afin de préserver l'intégrité de l'institution pendant cette période critique, nous avons demandé à Madame Vivian Hartmann de se retirer de ses fonctions de directrice générale avec effet immédiat. Un bourdonnement d'incrédulité parcourut la salle. Vivian se figea, les lèvres entr'ouvertes. « Vous ne pouvez pas, commença-t-elle. Nous le devons, coupa le président, pour la banque, pour les actionnaires, et oserais-je dire pour l'esprit de notre fondateur. » Il se tourna vers Sienna. « Quant à la question de la succession et de vos droits, Madame Monroe, elle sera examinée dans le cadre juridique approprié. Mais nous reconnaissons d'ores et déjà votre statut de bénéficiaire légitime du Trust BG17 et de partie directement concernée par la gouvernance de Rivergate. » Vivian vacilla légèrement. Ses avocats lui murmurèrent quelque chose à l'oreille. Elle lança à Sienna un regard chargé non seulement de haine, mais aussi d'une douleur ancienne, celle de la fille légitime qui découvrait qu'elle n'avait pas été la seule. « Tu lui as tout pris, siffla-t-elle en passant près d'elle. « Non, répondit Sienna doucement, ce n'est pas moi qui lui ai tout pris, c'est toi qui as décidé de mentir, et le mensonge finit toujours par se fissurer. » À la sortie de la salle, Marcus demanda la parole au micro. Sa cravate était de travers, sa voix plus rauque que d'habitude. « Je voudrais dire quelque chose, dit-il, tant que les caméras tournent, parce que j'ai moi aussi menti par lâcheté, pas sur un testament, sur une enfant. » Les regards se tournèrent vers lui. « J'ai aimé Sienna, il y a des années, continua-t-il. Quand elle m'a appris qu'elle était enceinte, j'ai eu peur. Peur pour ma carrière, pour la réaction de cette même institution qui vient de perdre sa directrice. Alors je l'ai laissée seule porter notre fille. Je ne l'ai jamais reconnue officiellement. Je l'ai laissé porter tout le poids. » Il inspira, ses épaules se soulevant. « Amara, si tu regardes ça un jour, sache que ton père a été un lâche. Mais sache aussi qu'il veut que le monde sache qui tu es. Tu es ma fille, tu es la fille de Sienna, et tu n'as rien à prouver à personne pour mériter ton nom. » Sienna resta silencieuse. Ce n'était pas pour lui qu'elle était venue, mais quelque chose en elle nota malgré elle ce pas tardif vers la vérité. Un pas qui n'effaçait pas le reste, mais qui refermait au moins une plaie béante pour que sa fille n'ait pas à se demander toute sa vie pourquoi il s'était caché. Plus tard, il fut annoncé que Léo avait été démis de toutes ses fonctions chez Monroe, ses mails de trahison mis à nu. La presse ne lui laissa pas le moindre masque. Dans les couloirs de l'entreprise, son ancien badge pendait encore au tableau sans propriétaire. Les semaines suivantes virent un travail de reconstruction. Le conseil de Monroe, après avoir lu les conclusions préliminaires de l'enquête sur Rivergate et les retombées publiques, comprit que Sienna, loin d'avoir mis l'entreprise en danger, l'avait placée du bon côté de l'histoire. Une réunion, moins tendue que la précédente, se termina par un vote. Cette fois, les mains se levèrent pour la réinstaller officiellement dans ses fonctions de PDG. Harold, en visioconférence depuis son lit, eut un sourire si large que cela lui donna presque l'air d'avoir 20 ans de moins. Quant à Rivergate, la banque entra dans une ère qu'aucun des visages sur ses murs n'avait prévue. Sienna n'exigea pas sa destruction. Elle aurait pu, avec les preuves, les actions héritées du Trust, l'image déjà écornée de l'institution. Elle choisit autre chose. Dans une nouvelle assemblée, moins dramatique mais tout aussi importante, elle accepta un siège au conseil d'administration, pas comme trophée personnel mais comme levier. « Je ne veux pas être votre reine, déclara-t-elle ce jour-là. Je veux être votre mémoire, celle qui vous rappellera à chaque décision que derrière chaque ligne de crédit, il y a un Deborah, un futur brisé ou sauvé. Si j'accepte ce siège, c'est pour qu'aucun override exécutif ne serve plus jamais à refermer la porte sur quelqu'un comme ma mère. » Un fonds fut créé, alimenté par des pourcentages des bénéfices de Rivergate et de Monroe, dédié aux entrepreneurs discriminés. Il porta le nom de fonds Deborah Brown. Les premières demandes de financement affluèrent, accompagnées d'histoires qui ressemblaient trop à celles de Deborah, mais qui, cette fois, n'auraient pas la même fin. L'agence où tout avait commencé rouvrit après une longue période de réorganisation. Le sol en marbre brillait toujours, mais les affiches sur les murs avaient changé. On y voyait des visages plus divers, des promesses plus concrètes. Daryl, costume sombre mais regard plus assuré, y occupait désormais un poste de responsable conformité et inclusion.
Il supervisait des formations où il racontait, sans phare, comment il avait été complice par silence. Maria, à ses côtés, formait les nouveaux employés sur l'importance des archives, des traces, de ce qu'on choisit de garder ou de jeter. Un matin, sous un ciel clair, Sienna se rendit dans un parc où un petit bâtiment venait d'être achevé. La façade modeste portait un nom en lettres sobres, Maison Deborah Brown. À l'intérieur, l'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle du bois neuf. Des tables étaient déjà installées, des ordinateurs alignés, des affiches détaillaient des ateliers sur la gestion financière, la création d'entreprises, les droits des clients bancaires. Des enfants couraient entre les chaises, riant, leurs pas résonnant doucement sur le sol. Sur une petite estrade, un micro l'attendait. La communauté aussi. Ma mère n'a jamais mis les pieds dans un endroit comme celui-ci, commença-t-elle. Elle n'a jamais eu quelqu'un pour lui expliquer ses droits, pour l'aider à remplir ses papiers, pour la défendre quand on a décidé qu'elle était un risque. Et elle sentit la présence de Nadia, de Pastor Reggie, de Maria, de Daryl, de Daniel même, assis au fond, discret. Aujourd'hui, dit-elle, je ne peux pas lui rendre les années qu'on lui a volées. Je ne peux pas effacer cette nuit où j'ai entendu ses sanglots dans l'oreiller. Mais je peux faire une chose, m'assurer qu'aucune fille de 16 ans ne se tienne plus jamais à côté d'une mère brisée devant un guichet fermé sans avoir un endroit où venir chercher des armes de vérité. Cette maison, c'est ça, ce n'est pas une vengeance, c'est un commencement. En sortant, le vent léger fit bruire les feuilles des arbres. Le ciel avait cette couleur bleue lavée des jours clairs après l'orage. Plus tard, dans leur salon, la ville en contrebas scintillant en milliers de points de lumière, Sienna et Amara étaient assises sur le canapé. La télévision était éteinte. Seul le souffle discret du frigo et le bruit lointain de la circulation troublaient le silence. Amara, en pyjama, la tête posée contre l'épaule de sa mère, regardait les lumières. « Maman, oui, ils ont dit à la télé que tu avais gagné, que la méchante dame n'était plus la chef de la banque. C'est vrai, Sienna sourit légèrement. Disons qu'ils ont été obligés de reconnaître certaines choses, répondit-elle. Et que des gens qui faisaient du mal en se cachant derrière des sourires vont devoir répondre de ce qu'ils ont fait. Alors c'est de la vengeance, demanda Amara, les sourcils froncés. Parce que dans les dessins animés, quand la méchante tombe dans un trou, tout le monde dit que c'est bien fait. Sienna prit un moment pour chercher les mots. La vengeance, dit-elle, c'est quand tu fais du mal pour soulager ta colère, même si ça ne change rien pour les autres. La justice, c'est quand tu fais en sorte que ceux qui ont fait du mal ne puissent plus recommencer, et que ceux qui ont été blessés aient enfin une place et des moyens. Elle posa la main sur la poitrine de sa fille, sentant les battements réguliers sous ses doigts. J'ai été en colère, très en colère, continua-t-elle. J'ai voulu les voir souffrir comme ils m'avaient fait souffrir. Mais si j'avais tout détruit, la banque, les emplois, les comptes, qui auraient été punis au final, ceux qui ont pris les décisions, ou toutes les familles qui n'avaient rien demandé, Amara resta silencieuse un moment. Alors tu as choisi la justice, j'ai essayé, oui. J'ai choisi de prendre le pouvoir qu'ils me refusaient, puis de m'en servir pour ouvrir des portes au lieu de tout brûler. La petite hocha la tête, comme si elle classait l'information dans un tiroir important. C'est plus dur, non, demanda-t-elle. Beaucoup plus dur, répondit Sienna en riant doucement, mais beaucoup plus utile. Amara se redressa. Quand je serai grande, je serai comme toi, dit-elle. Je mettrai des caps aux gens pour qu'on voit qu'ils sont des héros, même si les autres les regardent de travers. Tu feras mieux que moi, corrigea Sienna. Tu commenceras sans avoir à prouver à qui que ce soit que tu as le droit d'être là. Le lendemain matin, l'air avait cette fraîcheur légère des débuts de journée. Sienna traversa de nouveau le hall de l'agence Rivergate où tout avait commencé. Le marbre brillait comme toujours, mais l'ambiance avait changé. Les affiches parlaient maintenant de partenariat avec les entrepreneurs locaux, avec des visages qui ressemblaient à ceux de la rue. L'odeur du café était plus agréable, moins brûlée, presque accueillant. Daryl, en chemise claire, badge, responsable inclusion et conformité, discutait avec une jeune employée noire qui prenait ses marques au guichet. Maria passait derrière, un classeur à la main, saluant d'un signe de tête. « Docteur Monroe, dit Daryl en la voyant. Bienvenue. » Elle regarda autour d'elle, les nouveaux clients. Les fauteuils où plus personne ne serait renvoyé pour une signature manquante sans explication. L'ombre de Deborah, quelque part plus légère. « Merci, dit-elle. Vous savez, il y a 20 ans, ma mère n'aurait jamais cru qu'un jour je franchirais cette porte autrement que pour supplier. » Daryl eut un sourire.
Aujourd'hui, dit-il, vous la franchissez comme quelqu'un qui veille. Elle avança jusqu'au centre du rôle, leva les yeux vers le logo de la banque. Il n'avait pas changé, mais elle, si, et le monde qui l'entourait commençait à suivre. Elle n'était plus la fille invisibilisée d'un fondateur lâche, ni la jeune femme humiliée d'une agence de quartier. Elle était la femme qui avait obligé tout un empire à se regarder dans le miroir. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette histoire avec elle, prenez une seconde pour respirer avec elle dans ce rôle, pour sentir ce que ça fait de passer de l'autre côté du guichet. Si ça vous a touché, si vous avez eu envie de crier ou de sourire en même temps qu'elle, vous savez déjà que ces histoires comptent. Vous pouvez le montrer en laissant votre marque, en revenant en écouter d'autres, en disant aussi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Auriez-vous tout brûlé, ou auriez-vous, comme elle, choisi de transformer le système de l'intérieur? En tout cas, gardez une chose en tête, parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de faire tomber une tour, c'est d'en changer les fondations sans qu'elle vous écrase.